cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief d'Antols, la 6e étape de la Coupe du Monde, un dernier rendez-vous du mois de janvier avant les championnats du monde de Lenzerheide. Il y avait 6 courses au programme, des sprints, des poursuites et des relais dames et hommes. Encore une fois, il y a eu pas mal de belles performances françaises, mais aussi beaucoup d'émotions. On va revenir sur tout ça. Et pour revenir sur tout ça, justement, je suis accompagné d'Aurélie et de Cassandre. Salut toutes les deux. Hello. Salut. Beaucoup d'émotions encore sur cette étape d'Antols. C'est trop là. Et non, là c'est dur. Ouais, C'est bon. beau et dur en même temps. Un beau week-end, mais dur week-end en même temps. Émotionnel. Ouais, un week-end riche en émotions, belle performance française. On va revenir sur tout ça, mais on commencera. Alors, la semaine dernière, on avait commencé par parler de la retraite de Johannes Bö. On va rester dans le même thème, en commençant par parler de la retraite de Tarjei Bø, le Norvégien qui a annoncé arrêter à l'issue de cette saison, lui aussi, après sa victoire sur le sprint homme. Ensuite, on parlera des dames, du super week-end de Lou Jean Monod. On reste un petit peu peut-être sur notre fin, on va voir sur le relais féminin avec cette 3e place. On parlera d'ailleurs aussi de ce carambolage entre Ingrid Tendrevold et Anna Heuberg dans le dernier tour. Chez les hommes, on parlera forcément de ce 4e succès des Bleus sur le relais masculin. 4 à la suite pour l'équipe de France qui brille collectivement, un peu moins bien individuellement. On parlera aussi de cette course au gros globe qui est très animée chez les hommes avec Sturlam Negret qui a pris le dossard jaune à Johannes Bö. Ensuite on parlera, je vous demanderai vos contre-performances chez les dames et chez les hommes. Et ensuite on parlera un peu des championnats d'Europe junior qui ont lieu ces derniers jours aussi à Altenberg en Allemagne. Et on se projettera sur la semaine prochaine, les prochains jours, avec les championnats d'Europe seniors qui auront lieu à Martel en Italie, avec aussi de belles chances françaises pour briller. Bien, Aurélie, Cassandre, vous êtes prêtes ? Prête. Allez, c'est parti, jingle. Alors avant de parler du sujet qui fâche, Aurélie, je vais vous demander quelle a été votre course du week-end. Donc 6 courses au programme, des sprints, des poursuites et relais dames et hommes. Cassandre, quelle a été ta course de la semaine ? Eh ben, c'était la poursuite femme parce que on a eu une belle patrouille française avec 2 Allemandes pour jouer les troubles fêtes, mais c'était vraiment une super course et Lou Jean Monod, elle a dominé son domaine sur cette course, donc elle était vachement intéressante à suivre. Et avec 4 Françaises dans les 5, ça fait toujours plaisir. Il y a un peu de chauvinisme dans ce vote, dans ce choix, Cassandra. Mais elle était quand même hyper divertissante, même si c'était pas des Françaises. Après, ça aide. On a pris notre pied en tant que spectateur français, forcément. C'était plus simple d'apprécier cette course. Et oui, on a pris notre pied avec 4 Françaises dans le top 5. C'était une course assez exceptionnelle. Aurélie, alors, pour toi, on reste sur la journée de samedi, mais pas la même course. Non, moi j'ai choisi le relais homme, déjà parce qu'il y a une très très belle victoire française aussi. Plus qu'une belle victoire française, une écrasante victoire française. Il n'y avait pas de discussion sur le sujet. Et puis j'ai bien aimé le petit duel Norvège-Suède sur la fin. J'ai bien aimé revoir Christiansen aussi un peu aux affaires, enfin jouer devant. Puis j'ai bien aimé le petit sprint final perdant pour CB, mais de Christiansen et de Samuelsson à la fin. J'ai trouvé la course sympa, voilà, dans son ensemble, avec finalement trois belles nations sur le podium. D'ailleurs, les 3 mêmes nations qu'on retrouve sur le podium féminin aussi, et pas Oui, dans le pas dans le même ordre.
Exactement. Alors avant de parler de Tarier-Beu, alors vous avez vu forcément, notamment sur les relais et les poursuites, cette nouvelle ère d'arrivée à Antols en vue des mondiaux. Il y a eu des travaux ces dernières années. Maintenant, on passe plus la ligne d'arrivée en passant avant le pas de tir, maintenant on passe derrière le pas de tir. Une ère d'arrivée à la Homen Colon finalement. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette nouvelle emballage final finalement en Tols? Bah, je sais pas si c'était par rapport à la physionomie des courses qu'on a eues, mais entre guillemets, je préférais avant, dans le sens où là, on n'a pas pu avoir beaucoup de sprint, et même le seul, du coup, un peu sprint qu'on a eu, c'est Samuelson et Christensen, et ils étaient vraiment complètement cuits à la fin, ce qui fait que c'était pas forcément un beau sprint non plus à regarder. Du coup, je trouvais ça dommage, là où dans mon esprit, j'ai plein de belles images de sprint à Antols. Avec notamment Jacqueline et Johannes Beu par exemple, bah là c'est. Enfin, je sais pas, je trouve que ça casse un peu ça parce que il n'y a pas trop l'opportunité d'arriver vachement en forme pour faire un sprint. Ils ont déjà jeté leur force dans la bataille avant et du coup, je trouve que l'arrivée a moins d'intérêt en fait. Aurélie, t'en penses quoi toi de ce... Ouais, moi je trouve que, comme tu dis, je trouve que ça ressemble beaucoup à Holmenkollen. Parfois, bon, après on voit les montagnes derrière, c'est pas Holmenkollen, mais je trouve ouais, vraiment l'air d'arriver ressemble vraiment. Je me suis crue à Holmenkollen en arrivant comme ça dans la tribune. Après, je pense que comme tu disais, Cassandre, je pense que le sprint il se fait dans la montée. En fait, c'est là où l'écart se fait. Enfin, en tout cas dans les figurations de course qu'on a vues ce week-end, c'est là où ça se joue. Donc moi, je sais pas, je suis pas ni positive, enfin ni déçue, ni, enfin, bon, ça va, Ouais, parce que la je ligne suis pas déçue. d'arrivée est plus courte qu'Homen Colon après Ouais, c'est vrai que ça le arrive dernier juste virage. derrière. Ouais. Par contre, il a l'air sur la course, il a l'air d'avoir un virage quand même assez dangereux, hein, sur la piste, un peu plus haut, un peu On l'a avant. vu dimanche, ouais. Ça arrive même Ouais, souvent ces dernières années, les chutes. On a vu l'américaine. Ouais. on a vu l'américaine, C'est elle est sortie carrément de la piste, elle, hein, elle a volé. Et puis, je crois qu'il y a plusieurs athlètes qui sont tombés aussi à l'échauffement. cette nouvelle ère d'arrivée vous divise, mais ce site d'Antols en lui-même, incroyable. Enfin, vivement les Jeux l'année prochaine. Ah ouais. Ouais, ça va être magnifique. Ouais. J'espère avoir le temps d'Antols avec un beau ciel bleu, un soleil et de la belle neige quand même Mm. sur le sol. Ça peut être superbe, oui. Ça va nous changer de Pékin et de Pyeongchang. Ah oui, ah oui. En Ah, puis termes même de le public, technique, hein. Rien qu'en termes d'ambiance. il y a plein de nationalités, je trouve, à Antols. Là où le Grand Beau, c'est par exemple très 100% français. Là, c'est cool, il y a vachement d'Allemands, d'Italiens, et même de Norvégiens aussi, on a vu. Donc, ça va être une belle fête pour les JO. Bah, on a hâte. Dans un an, les Jeux Olympiques de Milan-Cortina, avec donc les épreuves de biathlon sur le site d'Antols. Ça risque d'être très très sympa et on a souvent du beau temps à Antols, donc ça va faire de très très belles images, je suis sûr, d'ici quelques mois. Bien alors, Aurélie, c'est le moment d'en parler. Ah, Déjà, la semaine oui. dernière, ça n'a pas été simple. On avait évoqué la retraite de Johannes Beu à la fin de cet hiver. Et bah, Tarjei s'y est mis aussi. Il a attendu de gagner sur le sprint d'Antols. Quelques minutes après, en zone mixte, il a annoncé au micro de NRK, le média norvégien, que lui aussi, il arrêtait à l'issue de cette saison. Une décision qu'il avait prise déjà avant le début de cet hiver. Donc, c'est pas récent. C'est pas comme Johannes qui avait pris cette décision à Noël. Là, il avait déjà décidé, mais il attendait le bon moment. Il a attendu donc cette victoire. Pour lui, c'était le meilleur des moments pour l'annoncer. Aurélie, bon, c'est encore une annonce très forte en émotion, notamment pour toi là. Ouais. Bah, oui. Alors oui, non, j'étais quand même très triste, dégoûtée, hein, même vendredi. Faut le dire. Après, ça vient comme une surprise sans en être une. On la craignait cette annonce aussi C'est quelque pas le même part. effet que Johannes. C'est pas là, Non, Johannes, c'est une il y a surprise cette moins. année, Voilà. pas Ouais, c'est taillé. ça. Il y a un petit peu moins l'effet surprise. Ça fait quand même 2, 3 saisons où on se demande est-ce qu'il sera là l'année prochaine. Parce qu'il arrive à un âge où finalement il y a très peu de biathlètes qui sont encore là. Il a 36, 37 ans. Donc, Mm. donc c'est vrai qu'on se dit voilà, est-ce que c'est la fin? Et puis, bah là, quand même une semaine après son frère, c'est quand même un peu dur pour les fans, hein. Il faut quand même
le reconnaître, ça fait quand même coup sur coup. Mais j'arrive à voir. Alors, je suis dégoûtée. J'aurais préféré qu'il continue jusqu'au JO, qui était le plan initial, il faut quand même le dire aussi. Mais j'arrive à voir la beauté de la chose, de les voir finir en même temps à Holmenkollen, les deux frères. Enfin, je pense que ça va être assez magnifique en fait, enfin magique, de les voir finir en même temps et d'être célébrés en même temps les deux à Holmenkollen. Mais bon, c'est moche quand même. En plus, Cassandre, il finit fort, hein. Enfin, il finit au sommet, enfin, peut-être pas au sommet du classement général, mais quand on voit son week-end en plus, c'est génial de voir un athlète qui peut se dire: «Je termine à ce moment-là, en étant, à ce niveau-là». Je trouve que c'était une super idée d'annoncer ça quand il gagnait. Il n'était pas sûr de regagner. Et d'ailleurs, s'il avait pris sa décision avant le début de la saison, je sais pas pourquoi il n'a pas annoncé ça, sa première victoire cette saison et plutôt celle-ci. Mais enfin bref, c'était une super idée entre guillemets de l'annoncer comme ça parce que du coup le podium était vraiment super émouvant. C'était déjà un peu un guise d'hommage à sa carrière et avec Sturla qui était aussi en larmes à côté de lui. Franchement, Oh c'était ouais, hyper émouvant. Ouais, et j'espère qu'on aura le droit d'avoir un petit podium avant la fin de la saison. Alors, si c'est à Oslo, ça serait encore mieux. Mais déjà, juste non, mais un. à Oslo, c'est obligé. Ils sont C'est obligés de obligé, faire un ouais. podium à Oslo. Tu penses que tout le C'est monde va s'arrêter obligatoire. pour qu'il il gagne la course et qu'il fasse 1-2? Bah, oui, je compte là-dessus, oui, effectivement. Un 2 ou un 3 s'ils veulent, ou 2-3, mais je les veux les deux sur le podium à Holmenkollen. Ouais, Moi, je trouve qu'il devrait finir ex aequo. Tu vois, sprint ex aequo ouais. premier. C'est Non, compliqué, mais Ouais. peut-être sur un sprint, mais après ça, la poursuite Mastart, il y a la photo finish, donc là, il faut vraiment être très, ça très va fort, être hein. compliqué. Mais en tout cas, c'est cool aussi qu'il l'a annoncé aussitôt parce que Martin Fourcade, quand il l'avait annoncé, il l'avait quand même annoncé vachement en dernière minute. Ok, on avait la dernière course, on savait que c'était sa dernière. Mais là, je trouve ça cool qu'on ait plein de courses où on peut un peu faire notre deuil, si je puis dire, un peu plus progressivement que pour Je peux Martin. profiter, ouais. Ouais. Et Aurélie, hein, quel athlète, hein, quel biathlète, hein, Tariebeu, hein, le palmarès, l'homme aussi, c'est quand même un sacré bonhomme, hein. Ouais, il a pas le palmarès de son frère, mais il a quand même une résilience parce que il a commencé très tôt. Enfin, c'était en 2011 qu'il a gagné son Mmh. Gros Globe. Oui. En 2011, là, on est en 2025. Il joue quand même toujours devant, même s'il n'a pas, le palmarès de son petit frère. Mais il a quand même, il a bataillé pour être encore là. Il a eu pas mal de soucis de santé divers et variés finalement, mais il est toujours resté dans l'équipe. En haut niveau. Je pense que c'est quand même pas facile à ce niveau de performance-là. Et puis au-delà de ça, comme son frère, c'est des personnages, quoi. C'est des personnalités, c'est des gens qui, je pense, vont vraiment beaucoup manquer sur le circuit. L'un ne va pas sans l'autre finalement. C'est ça qui Ça est beau, finit, qu'ils partent ouais, ensemble en plus. ouais. C'est ça qui est beau. Et puis ils ont vraiment une belle fraternité les deux, alors que finalement ils ont quand même 5 ans d'écart, je crois. Ils sont pas non plus comme on peut voir Mmh, des mmh. frères ou des sœurs qui sont très rapprochés en âge. 5 ans d'écart, c'est comme un petit gap. Mais ils passent beaucoup de temps ensemble. Peut-être moins maintenant qu'ils ont une famille chacun, mais en tout cas avant, ils passaient beaucoup de temps ensemble sur leur temps libre aussi. Ça suffisait pas d'être ensemble sur le circuit. Ils sont très très famille, toute la famille. Hein. On voit souvent les parents aussi et les autres frères et sœurs. Ils sont 5 frères et sœurs sur le circuit, ils viennent les encourager. Ils passent souvent des vacances ensemble, toute la famille chez leurs parents. Ils sont très très, enfin ils ont une belle complicité, voilà ce que je voulais dire. Donc je serais pas étonnée qu'ils aient un futur peut-être ensemble à Il me travailler semble que ensemble. Tariebeu a déjà un projet d'entreprise avec un autre frère. Dans les Terrier, fenêtres, je oui, crois. dans les fenêtres, son frère, il travaille, oui, il fait dans les fenêtres, effectivement. Et son frère s'était un peu raccroché à ça cet été, je crois, ou pendant le printemps, Mmh. pendant la trêve. Mais c'est surtout de la communication pour le coup, Terrier. Il lui sert plutôt Il monte pas les pour fenêtres. la pub, quoi. Ouais, voilà, il monte pas les fenêtres, pas encore. Mais il avait dit Terrier que c'était entre autres pour essayer peut-être de se diversifier pour l'après carrière. Après, moi, je vois très bien Johannes et Terrier faire une petite carrière dans l'audiovisuel, par exemple, tous les deux ensemble. Ça reste des personnages médiatiques, on va dire.
enfin des monstres médiatiques qui sont très bons publics à avoir sur un plateau parce qu'ils sont très marrants, ils sont très sympas, ils sont toujours voilà, donc à voir. Ils avaient fait une émission de télé ensemble, c'était très sympa d'ailleurs et on les C'est quoi comme suivait émission? on les suivait ça partait de la fin de saison. Je sais plus quelle année quelle saison c'était. Je crois que c'était la saison avant Jeux Olympiques. On les suivait depuis la fin de la saison d'avant. Et puis, on suivait toute la trêve d'été, l'entraînement, la préparation, jusqu'aux Jeux Olympiques, en fait. Donc, ça avait duré sur 1 an à peu près. Donc, on les suivait à la fois chez eux, à la maison, à l'entraînement et tout ça. C'était vraiment, vraiment super sympa à suivre. Et là, on voyait qu'ils étaient vraiment souvent ensemble à se taquiner, entre autres. Et puis ils ont écrit un livre aussi ensemble, tous les Je deux. vais le dire, ouais. Ouais. Et donc ils ont donc je serais pas étonnée qu'ils aient des projets communs, on va dire, ensemble tous les deux. Ouais. J'espère même, ce serait chouette. Bon, en tout cas, Aurélie, on sent qu'il va te manquer. Bah, il va tous nous manquer. Ouais. Ils vont nous manquer, les deux frères Beu. Ça va faire un sacré vide. Il y a plusieurs questions qui se posent désormais. C'est la reconstruction de la Norvège. Alors certes, il y a un gros vivier, mais on ne remplace pas les frères Beu comme ça, notamment sur un relais. On voit que les entraîneurs sont quand même frileux pour prendre des risques. On rappelle Christensen, qui ne court pas, donc qui ne court plus en Coupe du Monde finalement. Donc c'est quand même, il y aura pas mal un gros casse-tête. Et j'en parlais des entraîneurs, Siegfried Mazé. Qu'est-ce que va devenir Siegfried Mazé? Parce que sa carrière en Norvège tourne autour des frères Beu, notamment Johannes, mais les deux frères, on peut dire. Il ne serait pas étonnant, Aurélie, qu'ils partent après les Jeux Olympiques. Non, je serais pas surprise. D'ailleurs, lui aussi était en larmes à l'annonce de Tarjei Bø. Il n'était pas au courant de l'annonce. Il n'est pas au courant. Je crois que Tarjei a dit qu'il s'était décidé quand il se changeait en fait après sa course. Il s'est dit allez, c'est le moment de le dire. Il est vraiment à l'impulsion, à l'instinct. Et on voit Siegfried Mazé qui pleurait aussi dans les bras de Tarjei en souriant. Je pense que c'est émotion. C'est de l'émotion pure. Mais donc je sais pas exactement parce que son contrat court jusqu'aux Jeux Olympiques, non? Oui. Il a toujours des contrats de cycle olympique, ouais. Donc je sais pas, ça dépend peut-être de sa relation avec les nouveaux arrivés, à savoir est-ce que les anciens avec qui il a fait toute sa carrière en Norvège, il en reste peut-être pas beaucoup maintenant. Christiansen, on ne sait pas s'il va. Donc à voir, c'est intéressant. Ouais, déjà il y a 3 ans, Siegfried Mazé avait été approché par plusieurs équipes, notamment il me semble par la Russie. Bon, ça l'avait pas fait. Mais c'est vrai que là, ça va. Tant mieux, oui. Oui, tant mieux pour lui, oui, c'est vrai. Au vu de comment ça s'est déroulé par la suite pour la Russie sur le circuit mondial. Mais c'est vrai que la question se pose pour Siegfried Mazé. Un retour en France, la question se pose forcément. On sait que Jean-Pierre Amad on ne sait pas ce que ça va donner. Alors chez les femmes, Jean-Paul Jacquinot va partir, ça on le sait, mais sans doute que Patrick Favre va prendre la relève seul. À voir, ou à un autre poste finalement qu'entraîneur, peut-être dans la direction de l'équipe de France, aux côtés de Stéphane Boutiot, par exemple. En tout cas, bon, là, je lève des hypothèses qui. Rien de. Ce sont Après, que il a des l'air hypothèses. de s'être bien intégré en Norvège aussi. Siegfried, il a pris le norvégien, même si je crois qu'il parle quand même toujours anglais avec les athlètes pendant l'entraînement, mais je l'ai entendu parler norvégien. Et donc je pense je sais pas, peut-être ça peut être challengeant pour lui aussi, de reprendre des petits jeunes et de les construire, de les former, je sais pas, à voir, faudrait lui demander. Ouais, ça ce sera pour l'année prochaine, pour Siegfried Mazé, on saura si oui ou non il prolonge, mais la question se pose forcément parce que c'est la fin de quelque chose, d'une belle histoire en Norvège avec Johannes Bø et Tarjei Bø, et Siegfried Mazé il est pour beaucoup dans cette très belle histoire. Mais la Norvège est en deuil. C'est la Norvège sportive, la Norvège du biathlon est en deuil. En temps, Johannes, la semaine dernière, ça avait coupé tous les programmes parce qu'il y a quand même les mondiaux de ski de fond. Là, en même temps, ça avait coupé tous les podiums, tous les programmes pour suivre la conférence de presse. Ça bouscule les programmes pour remontrer les meilleurs moments de Johannes et Tarjei. Enfin, la Norvège on en parle beaucoup, quoi. C'est un petit choc quand même pour tout le pays. D'ailleurs aussi sur la chaîne Équipe, ils ont montré
des extraits aussi des quelques courses de Johannes Beu, sur les essais mondiaux Operhof, ses victoires à Antols, toutes ces victoires. Donc, ça dépasse les frontières de la Norvège, ces retraites des frangins Beu. Donc là, la Norvège qui pleure ses deux champions. Nous, on sourit nos championnes. Si on va faire la transition vers l'équipe de France féminine à présent, avec un week-end XXL de Lou Jean Monod, qui était au-dessus du lot en Italie, faut le dire, sur les courses individuelles. La Française a signé le doublé sprint poursuite. C'est la deuxième fois qu'elle réalise cela, après ce doublé réalisé à Östersund la saison précédente. Elle en est déjà 6 victoires, pas consécutives, mais en tout cas 6 victoires cet hiver. Elle fait aussi bien que Justine Brézaboucher et Sandrine Bailly sur un hiver. Il y a des chances qu'elle puisse faire mieux finalement. Il reste encore pas mal de courses. On connaissait les hautes ambitions de Lou Jean Monod en début d'hiver. Elle avait assumé son statut, elle voulait remporter le gros globe de cristal. Mais est-ce que vous êtes quand même surprise par son niveau affiché cette saison, et notamment en Italie? Bah, je suis pas forcément surprise parce que déjà la saison dernière, elle a fait une grosse saison. Je crois qu'en tout, elle a 4 victoires et elle fait quand même deuxième du général. Donc elle avait totalement les cartes dans ses mains pour afficher de telles ambitions. Et donc là, je trouve que justement, entre guillemets, elle atteint enfin ses ambitions dans le sens où on avait un petit goût d'inachevé avec le Grand Bordon et finalement, c'est un peu la seule étape qu'elle a ratée. C'est un grand mot, mais voilà, elle est un peu passée à côté et perdu pas mal de points. Ce qui était dommage, mais donc du coup là, elle revient plutôt au niveau auquel je l'attends et même plus parce qu'elle fait des super tirs, mais aussi des super temps de ski et ça faisait quand même quelques étapes. Ça fait quelques étapes qu'elle n'était pas autant en forme sur les skis. Là vraiment sur le sprint, elle a 1/10 de l'embûche, pas mal, pas mal du tout. Et puis même sur le relais, je pense qu'elle fait un bon temps de ski aussi, donc vraiment épatante, mais pas forcément surprise. Et puis en plus, voilà, elle a fait 6 victoires cette saison, certes, mais il y a aussi quand même pas mal d'absences. Voilà, il y avait Anton de Revolt qui a pas été là pendant un petit moment, Elisabeth Audi qui est absente, entre autres. Donc forcément, même Ada Hubert qui a pas été là un petit moment aussi. Bref, tout ça pour dire, ça favorise aussi peut-être un peu plus de victoires aussi de son côté. Donc ouais, je suis très contente entre guillemets de ce qu'elle fait, mais pas forcément surprise. Mais il y a Jeanne Richard et Océane Nichon, Cassandre, contre Jean Monod. Ah oui, oui, mais elle, pour le coup, je suis surprise. On va en de voir reparler à un quel peu. point. Ouais. Aurélie, toi, t'es épatée par ce que fait. Ouais, moi je suis quand même épatée. Après, je pense que l'altitude lui réussit particulièrement bien. Là, Antols, on voyait qu'elle avait vraiment la caisse par rapport à d'autres athlètes. Il y avait peut-être sûrement une bonne glisse aussi, mais entre autres, mais on voyait qu'elle avait une forme au-delà, enfin voilà, au-delà des autres. Mais ouais, non, épatée. Alors on l'a assez régulière, on l'a assez solide et tout ça, mais quand même, c'est beau là ce qu'elle fait. Donc j'ai hâte de voir la fin de saison. Là, tu disais l'altitude, mais notamment aussi la piste. Elle disait, elle appréciait beaucoup la Ouais. piste d'Antols. C'est tout bon dans un an. C'est parfait. C'est parfait. Ouais. T'apprécies la piste. L'altitude te réussit parce que c'est pas le cas de tous les athlètes. Il y a certains athlètes qui peinent en altitude. Elle, c'est pas. Enfin, les Français en général, on est bon en altitude parce qu'on a des montagnes chez nous. Et puis en plus, je pense qu'elle aime bien aussi l'environnement d'Antols. Et ben voilà, tout est allié pour qu'on ait des super Jeux Olympiques l'année prochaine. Faut être difficile pour pas aimer l'environnement d'Antols. Bah ouais. Donc, mais c'est du très grand Lou Jean Monod ce week-end à Antols, qui revient à 92 points de Preuss. Elle est passée sous la barre des 100 points. Preuss qui limite quand même bien les dégâts. Elle n'a rien pu faire face à Lou Jean Monod, Lou Jean Monod de gala ce week-end, mais Preuss est 2 fois 3e. 92 points, ça fait, j'ai calculé, il reste 7 courses, ça fait 14 points à reprendre donc par épreuve, par course. On sait qu'entre une première et une deuxième place, il y a 15 points. Donc bon, Cassandre, Lou remporte tout, c'est gagné. Voilà, moi ce que je retiens, c'est que elle a encore des cartes entre ses mains. Si elle gagne tout, elle gagne le gros globe. Peu importe ce que fait Preuss.
Donc c'est déjà pas mal d'avoir cette possibilité-là. Bon, bien sûr, elle va sans doute pas le faire, mais Preuss, elle va sans doute pas faire que des deuxièmes places ou premières places non plus. Donc, donc voilà, Il mais suffit de ça rester devant. permet. C'est Mais vrai. si elle Enfin, reste pour devant rester Preuss devant. chaque Ouais, course, même si elle n'est pas première, si elle reste devant Preuss chaque course, est-ce que ça le fait? Bah, ça ça dépend. Si dépend. elle fait 30e et 31e, non, ça va pas le faire, Ouais, Wally. certes, Donc, certes, mais dans le top 10, on va dire. Est-ce que ça peut le faire? À voir. là, on va être sur des scénarios, oui. Il reste encore 7 courses, donc c'est Mm. compliqué de vraiment se dire si ça peut ou pas le faire. Mais on va dire le plus simple, le plus lisible, c'est première et deuxième. Oui, ça peut le faire, en tout cas, encore Mm. aujourd'hui. Ouais. Donc, Ouais, d'être devant, quoi. Faut être devant Preuss, qu'importe. Il faut ah grappiller des points. bah, il reste que Voilà. 7 courses. Hein, donc là, on va rentrer dans la Ouais, dernière ligne droite. ouais. Donc Donc il 92 faut être points devant. et une victoire d'avance. Et un C'est week-end raté de beaucoup. Preuss. Et là, ça le fait. Exactement. On voit, Jean Monod a remporté 180 points en Tols, finalement. Donc, Mm. ça peut être vite dans un sens comme un autre. Donc, elle a repris 50 points sur Franziska Preuss en Tols. Quand même, hein, parce qu'elle fait pas un mauvais week-end, Preuss. Donc c'est quand même pas mal de reprendre Mm. autant sur un week-end où Preuss ne Ouais. rate pas. Donc ça donne de l'espoir en vrai. Ouais. Donc, vous êtes toujours confiante. Toi, vous espérez toujours pour Lou sur ce classement général? Ça reste jouable. Ouais. Mais tu ne mettrais pas tes mains à couper, par contre, que Lou va le faire. Bah, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. C'est pas acté. C'est pas dans la poche encore. Mais c'est pas dans la poche de Preuss non plus. Donc ça reste jouable. Rester focus. Après, on a vu aussi souvent des fins de saison particulières après des mondiaux ou des Jeux Olympiques ou Tout à dans un fait. sens ou dans un autre. Donc, à voir ce qui se passe aux mondiaux et à voir il y aura combien d'étapes après les mondiaux? 2, 3? 3 Ouais. étapes. 3 étapes, cette course. 3 étapes après, 3 étapes. Donc, à voir après les mondiaux ce qui peut se passer. Comme on a dit, dans un sens comme dans l'autre, après les mondiaux, des fois, des athlètes soit abandonnent la saison, soit prennent beaucoup d'énergie et finissent en beauté. Donc, tout reste à jouer. Donc, on y croit toujours pour Lou Jean Monod qui va aller vers Lanzarote pour aller remporter quelques médailles d'or, on l'espère en tout cas pour elle, et mettre de côté ce général. Et après, il y aura, oui, ces 3 semaines, ce sprint final, c'est 7 courses, comme je le disais, pour décider entre Franziska Preuss et Jono qui remportera le gros globe, parce que Elvire Röberg n'était pas là en Tols, malade, elle a pris part à aucune course, donc elle est désormais exclue de cette course au gros globe de cristal. Hein. Alors mathématiquement, il ne me semble pas que c'est fait, mais bon, on va dire que c'est quand même plus possible pour la Suédoise de remonter sur au moins Franziska Preuss. Donc, ça va se décider entre l'Allemande et la Française. Donc, Lou Jean Monod qui a fait un super week-end, mais pas que. Il n'y a pas qu'elle qui a fait une belle étape dans Tols. Il y a aussi Julia Simon, Océane Michelon, Jeanne Richard, qui ont toutes les 4 participé aux 2 cérémonies des fleurs sur le sprint et la poursuite. Avec le podium aussi de Julia Simon, 2e de la poursuite, donc pour un podium hein, avec Lou Jean Monod. C'était, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, une super course. Elles étaient aussi toutes les 4 alignées ensemble sur le relais féminin dimanche, terminé à la 3e place. Entre ces 4 athlètes, c'est laquelle qui vous impressionne le plus cette saison? Qui vous épate le plus, si je dois reprendre le mot d'Aurélie tout à l'heure pour Lou Jean Monod? Moi, c'est Jeanne quand même, parce que Jeanne, elle vient quand même. Enfin, moi, je dis ça chaque week-end, elle vient plus d'arriver là maintenant, mais quand même, elle est jeune sur le circuit. Moi, elle m'épate comme Lou, mais d'une autre manière. Hein. Mais elle m'épate quand même chaque week-end. Elle joue devant. Elle a une malheureuse 4e place sur la poursuite. Mais bon, elle était quand même devant tout le long. Elle a fait quand même un beau relais où elle a tenu la dragée haute c'était à Knoten. Donc de l'avoir monté, d'arriver, jouer si haut comme ça sur finalement une première saison, c'est bon quand même. Bravo. Et de tenir quoi, parce que c'est quand même une première vraie saison sur le circuit, c'est quand même long, c'est quand même pas toujours évident de tenir la distance. D'ailleurs, on voit des athlètes très expérimentés qui n'y arrivent jamais, qui craquent en milieu de saison, qui commencent très fort et puis qui tiennent pas la saison entière. Là, Jeanne, impressionnant. Après, je suis aussi content de revoir Julia sur le podium. On en parlait, t'en parlais aussi. Mais Julia sur le podium, ça n'a rien de surprenant non plus. Mais c'est chouette de la voir revenir comme ça sur le podium de la
poursuite. Moins bien en relais quand même. Mais bon, celle qui m'impressionne le plus cette saison, c'est Jeanne pour le moment. Ce qui est peut-être le plus surprenant pour Julia, c'est d'être son 20 sur 20 finalement au tir, le deuxième de sa carrière. Ce que j'allais dire aussi, que à noter, c'est le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière et même à Oberhof, là, elle nous fait un 29 sur 30 rien que sur ses courses individuelles. Donc c'est cool. Puis la manière, quoi. La manière dont elle a fait son 20 sur 20 sur la poursuite, ça en jette. Hein. C'était Julia Simon de retour, quoi. Donc ça faisait un peu plaisir. Un peu comme l'an dernier, elle revient bien avant les mondiaux, finalement. Ouais. On sait qu'l'an dernier, en Tols, elle avait gagné, il me semble, la Mastart devant Lou Jean Monod, il me semble, aussi. Enfin, du coup, on se retrouve un peu dans la même configuration que l'an dernier pour les deux Françaises. Mais par contre, elles sont pas seules avec Océane Michelon et Jeanne Richard. Cassandre, alors, on a parlé de Jeanne Richard qui nous épate tous. En fait, ce qui est terrible ce qui est incroyable avec Jeanne Richard, c'est qu'on a confiance, en fait. On sait que ça va bien se passer, finalement. Ils sont tir couchés, quoi. Ouais. Non, mais c'est ouf. Elle est quoi? Elle a 2 fautes, je crois, individuelles et relais confondus. Relais, je sais pas. Ouais, individuel, c'est une seule faute. Relais, il y a peut-être une deuxième, je sais pas. Il me semble que oui, il y a une faute aussi en relais en début je sais plus quand, mais en tout cas, oui, sinon c'est une faute individuellement sur le tir couché. Si on en est à compter les fautes, c'est que ça va, elle en a pas fait beaucoup parce que les autres, je les compte pas combien elles en font coucher. Donc vraiment impressionnant quand même cette stat là à 98%. Pouf. Et on sent qu'elle exploite son 100% en plus, c'est ça qui est bien. Enfin, on se dit, elle peut pas faire mieux finalement, Jeanne. Ouais. Bah ouais, la preuve, ça fait 2 fois qu'elle fait 20, qu'elle finit 4e, la pauvre. Mais elle va l'avoir un jour, Preuss. Elle va l'avoir, j'ai confiance. Ah oui, c'est la jeunesse et l'expérience. Peut-être, oui, on peut regretter le fait qu'elle ait mené beaucoup dans les derniers tours et qu'elle ait amené sur un plateau d'argent Franziska Preuss pour la 3e place. Après, bon, c'est pas dit qu'elle serait quand même terminée 3e. On a vu quand même l'explosivité de l'Allemande dans le dernier tour. Il y avait quand même une différence de gabarit, en tout cas, de niveau sur cette fin de course. Et ça c'est de la maturité. Ça va venir, c'est de la maturité physique, sportive. Ça va venir avec le temps. On sait aussi que le circuit féminin, généralement, ça prend plus de temps d'arriver à son top forme. Enfin, c'est par rapport aux hommes. Ça arrive souvent plus tard. D'ailleurs, on voit le niveau différence d'âge entre Preuss et Jeanne Richard. Après, il y a des exceptions, toujours à la Elvira ou même Justine qui était très, très rapide, très, très tôt. Mais moi, je suis pas inquiète pour la piste, ça va arriver. Un petit mot quand même sur Océane Michelon. C'est vrai qu'Océane Michelon, très discrète, on n'en parle pas beaucoup, même dans les médias, c'est quand même, on met souvent en avant sa copine Jeannette, mais Océane Michelon, c'est encore du top 8, du top 10, quoi. C'est hyper régulier, nouvelle fois. Bah ouais. Et c'est désormais 6e du général, juste derrière sa copine Jeanne. Bah, elle a qu'à 30 points, quoi, à peu près. Donc c'est extrêmement bien aussi. Et puis plus discrète, en vrai, je trouve qu'on la voit aussi beaucoup dans les top 10. C'est juste que, en l'occurrence, elle est moins à se battre juste pour le podium là ces derniers temps. Donc c'est pour ça qu'on. C'était rageant quand même. Il y avait ces 10 secondes qu'elle n'a pas réussi à boucher sur Preuss, Jeanne et Grossiane pendant une longue partie de la poursuite. Et clairement, ça ne s'est pas joué à grand chose pour Océane. Elle a payé cher ces 10 secondes de départ du sprint. On sent que ça va venir quand même. Enfin, moi, je serais presque étonnée que d'ici la fin de la saison, elle n'ait pas de podium. Mais ce qui est bien, c'est que ça se trouve, elle va faire son premier podium au championnat du monde. Elle s'est entraînée là. Exprès, ouais. Bah ouais. Elle voulait faire que ça soit quand même, que ça marque le coup, tu vois, qu'elle ait une vraie médaille mondiale pour son premier podium pour bien s'en souvenir. Mais comme je disais, donc Océane Michelon 6e du général, derrière Jeanne Richard 5e, derrière Julia Simon 4e, on a Elvira Oberg 3e et Lou Jean Monod donc 2e derrière Franziska Preuss. C'est quand même c'est un peu impressionnant. Surtout de retrouver Jeanne finalement et Océane dans ce top 6. On a peut-être pensé plus retrouver Justine Brézaboucher finalement à leur place, quoi. Ah bah clairement, moi Justine, je la voyais gagner le général cette saison. C'est même ce que j'ai mis en prono. Donc clairement, quand tu me dis qu'elle est combien la Justine, elle est 9e. Elle est 9e. Quand tu me dis que Justine est 9e et puis que tu as Jeanne Richard, Océane Michelon qui sont 5e et 6e, il y a même un petit gap. Oui, clairement, c'est la surprise.
Ouais. Et bon, à cause d'une Dans un des sens comme papiers. dans l'autre. Mm. D'avoir Oui. aussi bien Jeanne et Océane aussi haut dans le classement que d'avoir Justine aussi bas, entre guillemets. Elle reste top 10 mondial, mais je la voyais mieux que 9e au général. D'ailleurs, bon, on en parle un peu de Justine Wazaboucher. Compliqué pour Justine encore ce week-end. 16e du sprint, 10e de la poursuite. Alors, ils ont monté de 6 places, mais bon, c'est quand même. Pour Justine Wazaboucher, c'est quand même pas une super performance, faut le dire. Pas sélectionné en plus pour le relais féminin. C'est quand même compliqué là, ce mois de janvier pour Justine, qui trouve pas trouve pas les solutions. Juste avant les mondiaux, on se pose quand même pas mal de questions. Elle a peut-être perdu gros aussi, hein, justement avec ses quotas en moins sur les mondiaux. C'est quand même ouais, pas simple là pour Justine Cassandre. Bah ouais, je pense que. Enfin, je ne suis pas le coach, mais elle a de la chance déjà que le sprint et donc la poursuite et la Mastart, la France, c'est 5 quotas, ce qui fait que normalement ça va lui assurer sa place pour les mondiaux. Mais par contre, sur l'individuel, je trouverais ça totalement légitime que ce soit elle qui perde sa place au profit de Julia, Jeanne et Océane. Bon, Lou, logique qu'elle fasse individuel, mais par rapport aux deux plus jeunes notamment. Elles méritent totalement d'y être, elles ont totalement gagné leur place depuis le début de la saison en termes de régularité. Et je trouverais que vraiment ça pas faire, pas juste pour les deux si on met Justine sur l'individuel au vu de ce qu'elle fait ces derniers temps, notamment en tir, qui est quand même le principal sur un individuel. Donc ouais, sur l'individuel, pour moi, il n'y a pas trop photo. Après, c'est plus sur le relais où on peut se poser la question, en l'occurrence. Mais Après, le début des mondiaux vont aussi changer peut-être la donne. Hein. Imagine, Justine Wazaboucher nous fait le doublé sprint poursuite. Bon, il y a toutes les raisons du monde quand même pour la mettre sur l'individuel. ouais, mais je trouve que même si elle faisait sprint poursuite, deux courses ne peuvent. Enfin, je sais pas. Parce que oui, ça voudrait dire que du coup, elle est en forme et que potentiellement, elle peut faire une perf. Mais enfin, l'individuel, c'est quand même différent du sprint poursuite. Et donc, je trouve que vraiment, Jeanne et Océane, elles ont gagné leur place, quoi, sur toute la saison. On en parlera plus précisément dans le preview des championnats du monde de rowing, mais par contre, pour le relais mixte, là, c'est vrai que la première course d'ouverture à Lenzerheide, serait pas surprenant de ne pas retrouver Justine Wazaboucher avec une de ses collègues. Moi, je l'attends pas du tout, d'autant que les mondiaux attaquent par le relais mix, non? Et donc, oui. oui, donc en fait, là, Justine, depuis la trêve de Noël, elle n'a pas du tout rassuré personne, ni elle-même, ni les coachs, ni ses coéquipières. Je vois pas comment elle pourrait se retrouver sur le relais mixte au jour d'aujourd'hui, enfin même au début des mondiaux. Non, je vois pas. La question se pose sur le relais féminin. Je pense qu'effectivement, il faudra voir peut-être les premières courses. Je suis du même avis que Cassandre non plus. Je la mettrai pas non plus sur l'individuel. Après, ça reste quand même une course qu'elle apprécie. Donc je sais pas. Il me semble que Justine est meilleure dans les courses comme ça à temps différé que les courses en confrontation directe. Donc ouais, ça reste compliqué, mais ouais, je suis assez pour suivre la loi quand même sportive et mettre les 4 meilleurs au classement. Quand il y a un quota Justine de a quand 4. même fait des beaux relais cet hiver. Notamment à Pauling, on se souvient. Elle a fait un beau relais. Elle a replacé l'équipe de France Ouais, je sais dans pas. la course au podium. Donc, à voir. Après, oui, Justine a un statut, mais au niveau des performances cette saison, c'est quand même en retrait, et surtout par rapport à ses coéquipières. Et c'est là où ça compte le plus finalement pour rentrer dans les quotas individuels et donc dans ces relais mixtes et féminins. Mais pour le relais féminin, je pense que les courses individuelles seront surtout justes. Enfin, compteront pour les coachs, surtout pour aligner les 4 biathlètes, surtout que pour Océane Michon et Jeanne Richard, ça va pas être simple des mondiaux. Alors Jeanne Richard a déjà pris part aux mondiaux Nové Mesto l'an dernier. Pour Océane Michon, ce sera une première. Forcément, il y aura une pression particulière, donc à voir ce que décident les coachs. Mais en tout cas, rien n'est certain pour Justine Wazaboucher en vue des mondiaux. Et juste un mot aussi pour Paula Beauté qui, bon, il y a eu Oberhof, ce sprint magnifique. Et depuis, Cassandre, c'est compliqué. Il y a le contre-coup, hein, on va dire, peut-être de ce gros mois de décembre en début Cup, de cette victoire ensuite à Oberhof. Et là, ça devient. C'était temps que ça termine ce mois de janvier, je pense, pour Paula.
Bah, c'est ça, elle a quand même dû cravacher pour monter sur la Coupe du Monde. Donc elle a fait une superbe course d'ouverture en Coupe du Monde, ça c'est sûr. Mais c'est pas forcément si étonnant non plus d'avoir les contre-coups de ce début de saison tornitruant. Ça se dit tornitruant? Tonitruant? Non, Oui, quelque chose comme ça. tonitruant. Donc c'est pas si étonnant, mais c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué à ce moment-là. Je crois que c'est Marine qui disait qu'elle était montée au bon moment après Noël, et donc du coup voilà, au moins ça lui permet de faire les 3 étapes. Le problème, c'est que, ouais, je sais pas du coup pour l'après-mondiaux, parce que là pour les mondiaux il y a pas trop de questions, il y a pas trop de sujets sur Paula. C'était pas forcément non plus l'objectif de toute façon au vu du début de saison d'Océane et de Jeanne. Bon, c'était déjà un peu compliqué la course au quota, mais pour après, ça se pose un peu plus comme question à voir. Bah après, je pense que elle a pas démérité non plus, quoi. Elle est en apprentissage, et c'est pas choquant non plus de voir ses résultats, même si du coup, forcément, de passer une première place la première semaine avec 30 secondes d'avance à plusieurs fautes après sur les tirs où elle a du mal à faire la clean sheet, c'est un peu dommage, mais bon. Pas inquiète non plus. En tout cas, sans doute qu'on retrouvera les 6 mêmes pour Novi Mesto, mais oui, pour la beauté, un rôle de remplaçante, logiquement, au vu des performances. Pour finir sur les Françaises, je voulais quand même parler du relais féminin de dimanche. Les Françaises ont terminé 3e. C'est leur 4e podium en 4 courses, en 4 relais, mais toujours pas de victoire finalement pour les Bleus qui sont championnes du monde en titre. Est-ce que pour vous c'est décevant finalement que les Bleus n'aient pas encore gagné, au vu justement de leur collectif, d'avoir 4 Françaises dans les 6 premières du général? Bah oui, quand même. Si tu regardes sur le papier, c'est quand même l'équipe la plus forte. Moi je trouve en tout cas, quand on aligne, comme tu disais, on aligne Julia, Océane, Lou et Richard, qui sont tous les 4 top Jeanne. 6 du Parce que général. Richard, il Jeanne. est chez les gars. Ouais. Pardon. Gros week-end. Et donc effectivement, sur le papier, c'est l'équipe la plus forte. C'était, pour moi, l'équipe favorite. Après, bon, elles font pas non plus un mauvais relais. Elles finissent sur le podium, mais elles auraient pu peut-être sans doute pu faire mieux. C'est Océane qui a un peu peiné. Ouais, avec Océane qui fait la tachycardie. C'est pas nouveau pour Océane. Ça fait quelques années. Elle a d'ailleurs subi une opération il y a quelques années, il y a 2 ans de cela. Mais il y a des fois des petits contre-coups, et il me semble que c'est à l'automne, sur la 2e étape du Summer Tour. Elle avait dû abandonner sur la poursuite parce qu'elle avait eu justement une tachycardie. Donc c'est de temps en temps pour Océane qui n'avait pas été gênée, il me semble, depuis le début de l'hiver. Mais elle a quand même fini la course, et bon, c'est quand même un sacré exploit quand même pour Océane, au vu comment elle a terminé, dans quel état. Donc franchement, non, c'est vrai que ça pouvait paraître un peu inquiétant pour Océane, mais il y a pas de quoi trop s'inquiéter pour la Savoyarde. Mais c'est vrai qu'elle a eu du mal sur sa fin de relais. Elle a perdu beaucoup de temps, ce qui a, faut le dire, coûté la victoire aux Bleus. Alors rien n'a été fait par la suite. On ne sait pas comment serait passé le duel avec la Norvégienne et la Suédoise, mais c'est vrai que ça a été le point de bascule, on va dire, pour les Françaises dans cette course. Donc voilà. Après, Et toi, c'est pas un relais. Oui. Je lui dis, c'est pas un relais moche non plus. Il y a aucune qui est déméritée ou Non. qui a fait un mauvais relais. Toutes les 4 ont finalement fait un beau relais. Mais bon, il y avait plus fort que nous aujourd'hui. Cassandre, toi, t'es un peu déçu quand même? Bah clairement oui, enfin si on regarde sur les previews, on pensait que les bleus S sans eux, les masculins, allaient se battre pour un podium, mais que les victoires c'était mort, et que les femmes, en gros on prévoyait une pluie de victoires en relais. C'est un peu l'inverse contre toute attente. Donc oui, clairement décevant, comme on a dit, 4 dans les 6 au général, et de pas gagner une seule fois, c'est quand même, et même quand on fait une course correcte comme aujourd'hui, on gagne quand même pas. Alors du coup, c'est tout à l'honneur de nos adversaires, mais déçu. Et j'espère que ça va s'arranger sur les mondiaux.
Ça serait Bon, les top. Françaises ont montré, comme les dernières années, que même quand elles gagnaient beaucoup, elles remportaient pas forcément le championnat du Mon monde, Dieu. hein, l'or, C'est pour donc ça aux que là, mondiaux. c'est pas mal, finalement. Voilà. Ouais, On bon, sera on va, on va peut-être dire l'inverse chez les garçons après. Ouais. Oups. Mais non, c'est vrai que pas de victoire, 4 podiums. Au niveau du globe du relais, les Françaises sont deuxièmes derrière les Suédoises, 15 points derrière elles. Bon, Il ça reste va. un relais, donc on sait qu'entre première et deuxième place, il y a 15 points. Donc par contre, le problème, c'est que étant donné que la Suède a gagné 2 relais, il faut que, Ouch. s'il y a égalité, c'est la Suède qui gagnerait. Donc si la France gagne, il faut que la Suède soit troisième, on va dire, pour Ouais. s'assurer le globe. Donc ça peut se faire, mais la Suède a son destin entre ses mains. Bien, alors voilà pour la partie équipe de France féminine. On va parler de la planète biathlon, des autres athlètes. Moi, je voulais commencer par une petite opposition entre le gros week-end des Suissesses individuellement, notamment avec Amy Berserga, qui a finalement confirmé après repolling. Elle a fait 7e, 8e de sprint et poursuite. Moi, je note aussi la très grosse remontée de Lena Ekigros. Elle est passée de la 59e à la 14e place. Une sacrée perf. Ou sinon, la deuxième place des Norvégiennes sur le relais, que je trouvais excellente, qui était plutôt en retrait individuellement, notamment avec des 12e et 16e places comme meilleure performance. La plus grosse surprise entre ces deux-là, c'est laquelle, Aurélie? Pour moi, c'est la Norvège parce que vu le relais quand même aligné, je lui donnais pas le podium. D'autant qu'il jouait vraiment pour la victoire. Enfin, Ingrid jouait pour la victoire jusqu'à la fin, si elle n'était pas sa petite mésaventure. Ingrid qui était quand même bon. Alors, elle est revenue, mais je comptais pas trop. Enfin, c'était quand même. Voilà, je sais pas quoi m'attendre sur ce relais non plus. Je trouve qu'elle a quand même bien assuré son rôle. Shirkay, bon bah ça va. Fem Steinevik, bon qui venait d'arriver, je trouve qu'elle a fait aussi un très très beau relais. Je la voyais pas tenir à ski et finalement, si, elle a quand même très bien, elle a très bien tenu sur la piste. Donc, vu le relais annoncé, je m'attendais quand même pas à ce que ça marche aussi bien pour la Norvège, qui jouait l'or finalement, la Bon, victoire. on peut rester sur la Norvège et Ingrid Tendrevold un peu. Tendrevold qui était de retour après être absente à Ruhpolding. Et là, c'était Ingrid Tendrevold et les galères qui continuent. Ah Déjà sur ouais. le sprint, c'est Aurélie. Euh, Cette arrivée sur le pas de tir dans le stade, on la voit porter sa carabine en galère avec son système de portage dévissé, cassé. j'ai jamais vu ça avant. J'ai jamais vu un athlète arriver avec sa carabine sur l'épaule comme ça. Ouais, non, elle enchaîne les poisses quand même, hein, un truc de fou, Ouais. Ingrid, cette saison. Par Avec, chance, ça lui est arrivé par contre pour le tir debout, parce que par la suite, elle a pris la carabine de réserve et bon, elle n'avait plus besoin après pour le tir, c'était fini. Donc il y a peu de soucis par rapport à ça. Si elle avait fait ça au tir couché, un tir debout avec la carabine de réserve, ça aurait peut-être pas été la même chose. Donc Bah ouais, une dans ce carabine qui a pas malheur, on va été dire qu'elle réglée. a peut-être un peu de chance. Ouais, bon, après, finalement, elle s'en tire bien, elle fait qu'une faute. C'est quand même, faut 23e lui au reconnaître, final. ouais, faut lui reconnaître ça, hein, parce que il faut quand même réussir à garder la tête solide pour faire un tir. Quand t'as porté ta carabine comme ça à l'épaule, tu dois penser qu'à ça, j'imagine. Donc elle s'en sort pas trop mal. Et après, donc c'était une galère. Mais c'était pas fini, les galères pour Ingrid Tendrevold, parce qu'il y a eu cette deuxième galère sur le relais féminin, avec cet accrochage avec Anna Heuberg avant de monter la nouvelle passerelle finalement, comme on parlait tout à l'heure en début d'épisode. Un malheureux incident entre la Suédoise et la Norvégienne. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la faute est à la Suédoise au vu des images. Ouais. Bah moi, Bah, oui, oui. Vas-y, Ouais. Cassandre. bah non, non, mais enfin, ouais, c'est plutôt Anna qui avait dans son champ de vision Ingrid, donc déjà à partir de là, c'est entre guillemets plus sa responsabilité. Et puis, ouais, c'est son bâton entre guillemets qui cause le problème, donc plus sa responsabilité. Après, c'est tout à l'honneur de la Norvège de pas apporter réclamation, mais heureusement que c'était en relais lambda qui n'a peut-être pas forcément une grande incidence sur la saison, alors que si ça avait été au mondiaux ou encore pire à des JO,
Je pense que ça aurait pu plus se faire parler que réclamation aurait été faite. Anne Høberg, hein, qui n'a pas perdu du temps, qui est tout de suite allée s'excuser vers Ingrid Thunderbolt. Alors, Norvégienne au début, elle voulait pas forcément C'était faire des pas ravi. papouilles avec Anne Høberg. Puis ensuite, bon, ça s'est calmé. À froid, bon. Bah, normal. Après, Hein. Bah, voilà. Quand tu viens de perdre le sprint sur un accrochage, t'as pas forcément envie de faire copain-copain avec celle qui t'a fait perdre tout de suite. Dis-moi. et grande classe des Norvégiennes, hein, de la Norvège, hein, qui n'a pas porté réclamation alors qu'ils auraient pu finalement. Ça, c'est comme à noter aussi que la Norvège, finalement, n'a pas protesté, n'a pas voulu disqualifier la Suède. Ils l'ont expliqué ou pas, Aurélie, à la télé norvégienne, pourquoi ils n'avaient pas fait réclamation? Non, ils ont juste mis ça sur le fair play sportif, en fait, que ça aurait été pas du fair play sportif de porter réclamation, alors que clairement ils auraient pu, parce que effectivement la faute est la Suède, enfin Anna, elle est derrière, donc c'est elle qui est responsable de tout ça. Mais je suis sûre que si ça avait été aux Mondiaux, aux Jeux Olympiques, ça aurait pas été la même. Il y avait plus Dans à ces perdre. cas-là, est-ce que c'est pas finalement l'IBU qui doit prendre ses responsabilités aussi et qui doit pas attendre Bah, moi, c'est ce finalement que je me disais, ouais. Ouais, je me disais pareil aussi. Mais vu qu'il y a un jury, Enfin, à quoi il sert alors? Parce que alors le jury a failli disqualifier Thunderbolt d'ailleurs, hein, sur le sprint. ouais. Bah, Le fait justement, qu'elle ait ouais. manipulé beaucoup de fois sa carabine hors du tapis, tout ça, ça pouvait être dangereux. Là, il y a quand même sujet à quand même protester, en tout cas à vérifier pour l'IBU s'il y a bien une Bah, sanction à mettre au crédit de la Suède. bah oui, parce que quand tu regardes, je sais pas, je fais une comparaison du coup, mais par exemple des courses de Formule 1, on n'attend pas qu'une écurie porte réclamation pour analyser l'incident qu'il y a eu pendant la course, quoi. Donc ça me choquerait pas du tout que, bah, quel que soit l'incident, que de toute façon le jury mette son nez dedans pour établir une sanction ou pas. Mais ouais, je trouvais ça un peu bizarre de juste se remettre au fait qu'il faut qu'il y ait une réclamation, sinon on fait rien et tant pis. Bon. Ça fait porter peut-être trop le poids sur les équipes après. Et du coup, après, bah, justement, la Norvège ne veut pas le faire parce qu'au niveau du fair play, et tout à l'heure, mais au moins, si c'était juste le jury qui le faisait, il n'y avait pas de question de Oui, il y a légitimité à le personne faire qui ou pas. endosse le mauvais rôle finalement, Aurélie, Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Du coup, ce serait plus carré, plus net. Finalement, il y a un jury neutre qui juge des incidents ou des faits de course comme ça, savoir si c'est volontaire, involontaire. Là, Anna, je suis persuadée que c'est involontaire, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ou savoir si c'était une vraie faute ou si c'est juste justement un fait de course. Mais ouais, je sais pas non plus pourquoi c'est comme ça et pourquoi on doit attendre qu'une équipe porte plainte, parce que j'imagine qu'il y a des politiques très différentes de nation à nation, du coup. Il y a des nations qui sont peut-être beaucoup plus rapides à porter plainte que d'autres. Peut-être tes Suédois, Aurélie. Par exemple. Mais Par c'est vrai que exemple. si ça avait été un relais de championnat du monde ou de Jeux olympiques, là, je suis pas sûr que ça aurait été la même chose. Alors peut-être via l'IBU déjà, peut-être, mais peut-être via la Norvège aussi. Les enjeux étaient complètement différents. On aurait peut-être pris le sujet plus à cœur. Oui, c'est certain. C'est certain que c'est ça. Surtout les Jeux Olympiques, je pense que là, il y aurait eu en tout cas une grosse discussion, voire même une grosse discussion si la Norvège ne l'avait pas fait. Mais bon, là, bon, on garde l'accord suédo-norvégien intact et on laisse cette victoire aux Suédois. Mais c'est vrai que la place de l'IBU dans ce sujet-là, hein, se pose question finalement. Clairement, ce serait sa place finalement, ce sera à elle d'arbitrer. Il y a des jurys qui sont là justement par ce genre de choses, donc pourquoi pas? Ah oui, Pourquoi ce serait ils n'ont normal, pas quoi. oui, ce serait Pas normal. comme un. Je sais pas pourquoi ils sont payés à mettre des jurys, des commissaires sur les courses. Mais c'est vrai que ça a été intéressant pour eux, ce moment-là, ouais, de juger l'action, si c'est licite ou illicite. Mais après, évidemment, on précise, Anne Høberg ne l'a pas fait volontairement, évidemment, de ce Non. côté-là. Mais bon, il y a quand même une faute technique de la part de la Suédoise, en tout cas de notre point de vue, des images qu'on a vues. La Suédoise semble quand même aller sur la ligne de la Norvégienne, qui l'a fait trébucher par la suite. Après, on a vu que quand même la Suédoise était quand même très gênée sur la ligne d'arrivée. Et bon, voilà, il n'y a pas non plus, il n'y a pas à y avoir un incident diplomatique en vue entre la Suède et la Norvège. Il n'y a pas mort d'homme, mais bon, ça a fait parler
à la fin de cette course. Ça nous fait parler, donc forcément, c'est que. Non, bah après ça, on saura jamais du coup, parce que c'est vrai que on peut discuter qui aurait gagné au sprint entre Anna et Ingrid, mais c'est vrai que là du coup ça a été avorté avant le sprint final, donc c'est vrai qu'on sait pas. C'est un or un peu. J'imagine que pour la Suède, c'est pas un or qui fait super plaisir non plus. Voilà. Et puis pour la Norvège, bah c'est un argent qui a un petit goût d'or quand même quelque part. Et on a été privé d'un super sprint avec cette nouvelle Ah ouais. arrivée, Cassandre. Voilà, on aurait Bah ouais. t'aurais peut-être changé d'avis justement à la suite de ce relais féminin. Dire ah ouais, j'adore cette nouvelle ère d'arrivée. Malheureusement, il Mais faudra encore attendre un an. est-ce que finalement, en fait, la France, elle aurait pas dû porter réclamation parce que ça se trouve, c'est à cause de ça qu'on va perdre le globe. Voilà. Je sais pas si Non, ça aurait mais été bien non. vu quand même. Oui, non, mais bien sûr que non, mais c'est pour ça que n'empêche que si l'IBU avait au moins statué sur Et la c'est vrai, chose, c'est vrai, ça c'est vrai. serait plus C'est vrai réglo, quoi. que ça peut avoir une incidence sur le globe. J'en parlais tout à l'heure, le faible écart entre la France et la Suède, à l'avantage des Suédoises, peut avoir des incidences comme ça. Mais bon, après, à la régulière, la Suède était devant la France. Donc bon, il n'y a pas Oui. de débat à faire sur cette course entre les Bleus et les Suédoises. Alors, pour revenir un peu au sujet, toi, Cassandre, c'était les Suissesses qui t'ont quand même assez surprise. Bah, les sujets, c'est ouais, Amy Berserga, comme je disais, qui confirmait. Là, depuis le retour de la Coupe du Monde en 2025, elle fait que des top 20, alors qu'elle en avait fait un seul les vacances de Noël. Et en plus, elle n'avait pas participé à la course aux courses de Annecy-le Grand Bornand. Mm. Donc, je sais pas si elle était malade d'ailleurs, si on sait pourquoi elle n'avait pas participé, mais en tout cas, elle revient bien en forme. Vachement bien et bah, toujours aussi surprise. Bon, voilà, qu'elle tire bien, c'est une chose, mais d'arriver quand même comme ça à faire des top 10, bah, chapeau. Voilà. Et je parlais donc d'Amiba Saga, de la remontée de Lana Gross. Il y a aussi la belle 8e place d'Aïta Gasparine. Donc, c'est quand même de beaux résultats suisses ces derniers temps. Avec Hardway, qu'on avait vu, un peu plus vu aussi chez les garçons. Il n'y a pas des mondiaux en Suisse dans quelques jours, Cassandre et Aurélie? Bah, ça Si, je serait crois. bien, ça serait vachement bien. Ça tombe bien. T'es en train de dire que les Suisses se sont préservés jusqu'aux mondiaux à la maison? Je pense qu'ils ont même bluffé, tu vois. Ils ont bluffé? Ouais. 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 Ils ont imité les Eh Norvégiens, ben, tu vois, Aurélie. ouais, ben on va voir alors. Après, c'est toujours chouette de voir des athlètes gagner chez eux, mais bon, on va voir. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir les Suissesses devant. Moi, alors, un peu déçu d'ailleurs sur le relais, j'avoue. Je les voyais sur le podium au vu des absences dans différentes équipes. Malheureusement, elles se sont allées tourner sur notre pénalité. Elles finissent 4e à plus de 2 minutes quand même. Ça fait quand même beaucoup. Donc j'étais un peu déçu quand même collectivement sur le relais féminin, mais individuellement, bon, c'est quand même très très bien de leur côté. Et c'est quand même bien de voir une équipe performer à la maison sur des mondiaux. On le regrettait l'an dernier pour les Tchèques, qu'on n'avait pas trop vu. Si on Mm. peut voir les Suisses, ce serait très sympa. Donc c'est quand même très positif de voir cette équipe helvète être un peu plus aux avant-postes à quelques jours des championnats du monde à domicile. Bien, alors pour terminer la partie féminine, je vais vous demander vos performances et contre-performances de cette semaine chez les dames. Aurélie, ta performance? Lotteli, qui finit meilleure norvégienne, même si elle a le drapeau belge sur sur l'épaule, mais qui fait quand même un super top 10 pour une équipe comme la Belgique qui n'a pas non plus un super budget piéton et même des super équipements, mais qui est quand même De mis la sur le super neige plateau. aussi. Ils n'ont pas de la super neige non plus. Je trouve que c'est quand même chouette de voir des toutes petites équipes comme la Belgique arriver à accrocher une 9e place. Et ta contre-perf? Ma contre-perf, alors au début j'avais mis le collectif allemand qui sont tous restés à l'hôtel pour le relais féminin. Ils n'ont pas voulu venir, ils ont tous envoyé des réservistes, enfin des remplaçants. Mais finalement, je suis revenue sur Minkinen parce que ça fait quand même 2-3 week-ends qu'on en dit que du bien. Et puis qui a quand même pas fait un très bon week-end ce week-end. Enfin même Elle a pas perdu un gros, bon hein. week-end.
du tout. Elle, Oui, voilà, elle a elle perdu était très gros. 4e, je crois, au général. Maintenant, elle est 8e, Ouais, la finlandaise. ouais. Donc là, c'est vrai qu'on nous impressionnait. On en avait parlé d'ailleurs justement à Mm. Rebounding. On s'est dit, faut qu'on en parle quand même de la finlandaise parce qu'elle est très discrète, mais elle perf. On en parle et bah, elle se viande totalement le week-end suivant. On l'a jinxé, on lui a foutu le karma. Mais c'est moche, mais c'est vrai qu'elle a fait quand même. Enfin, après, c'est vrai que la configuration du week-end, quand t'as sprint poursuite, bon bah et relais, si tu rates ton sprint complètement comme elle l'a fait, ça fout en l'air ton week-end, quoi. Elle a fini quoi, 69e, 67e, enfin Mm. vraiment loin, loin. Donc c'est vrai qu'après, bah, je sais pas si elle n'a pas participé à la poursuite, je crois Ah pas. bah non, bien sûr que non. Euh, 69e. mais oui, non, Donc, ils sont, oui, effectivement. Mais donc voilà, week-end raté, poursuivi Minkinen. Cassandre, ta performance de cette semaine. Et bah, je vais prendre Célina Grossian, l'Allemande qui la semaine dernière avait fait une étape un peu plus en deçà de ce qu'on avait vu d'elle ces derniers temps. Et là, elle est bien revenue avec déjà un podium sur le sprint, deuxième et puis sixième de la poursuite. Elle va peut-être donner du fil à retordre à nos Françaises dans le classement des moins de 23 ans pour le dossard bleu parce que bah, elle est septième du général, juste derrière Océane et Jeanne. Donc, Bah, Jeanne Richard, 526 points. Océane Michelon, 495. Et Stina Grossian, 482 points. Donc c'est serré. ouais. Ouais, c'est terrible. Puis elle a déjà gagné le Master-Tel, donc elle est dangereuse, elle est dangereuse. Et sinon, pour ma contre-perf, ça va être Dorothée Avireur. On en parlait la semaine dernière en se demandant comment ça pouvait évoluer chez elle. Et bah, à Dans un double premier temps, tranchant. c'était pas mal. Hein. Ça Dans un commençait premier bien. temps, on a presque cru au podium. Et donc quatrième du sprint. Et puis bah par contre la poursuite, ça a été la dégringolade, dégringolade complète, fini 33e. Et elle a fait combien de fautes 4 sur fautes, l'année ouais, tir. voilà. Ah oui, ouais. Oui, 7 au total, oui. Donc 7 en tout, oui, c'est ça. C'est une grosse dégringolade. Et puis même sur le lait, elle n'a pas été flamboyante non plus à domicile, alors que bah on la connaît très bonne tireuse. Donc contre-perf pour la poursuite, même si elle a fait un bon sprint. Ouais, parce que sa coéquipière qui avait lancé, Anna Renthaler, avait donné son relais à Avireur à 11 secondes, puis a donné à Avireur 4 fautes, 4 pioches, a donné le relais à Samuela Komola à 47 secondes. Donc, alors il y avait face à elle une Lou Jean notamment, mais c'est vrai que Dorothée Avireur a quand même souffert sur ce relais féminin. C'est Et censé être pour un la mot leader, sur... quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et pour un mot juste rapide sur Sina Grossian, l'Allemande qui était malade déjà sur la poursuite donc dans Stolz, qui a fini 6e. On l'a vu comme elle était quand même dans le dur physiquement. Elle s'est fait rattraper et manger toute crue par Océane Michelon sur la fin de course et elle n'était pas présente sur le relais dames alors qu'elle devait terminer la course. Donc préserver la jeune Allemande qui forcément vise d'ici quelques jours les championnats du monde. Maintenant, on va parler de la Coupe du monde masculine et on va commencer par l'équipe de France et on va débuter par le positif et forcément par ce relais masculin. Ce n'est pas une, pas deux, pas trois, mais maintenant 4 victoires pour les Bleus de Simon Fourcade. Après Conchelarty, Orphilson, Ruud Polding, les Bleus se sont imposés sur le relais d'Antols. Une démonstration de force des Bleus, tout simplement au-dessus du lot, au-dessus des Norvégiens. Hein. Il y a peut-être des matchs sur les premiers relais, mais là, c'était les Français étaient seuls au monde du côté des Dolomites. Aurélie Cassandre, alors déjà, juste pour revenir sur cette course, déjà, je le disais, hein, seul au monde, c'était quand même une sacrée performance de leur part, Aurélie. Hein. Oh bah clairement, parce que là, il y a, comme tu dis, il n'y a pas match. Ils ont écrasé la concurrence. Ils avaient combien de temps? Ils avaient vraiment un grand. Ouais, je me rappelle plus maintenant. Une minute. Ouais, 1 minute ou et alors après, moi j'ai bien aimé parce que bon, il y a quand même Emilien qui fait une petite chute, hein, un peu histoire de nous mettre un petit peu un petit peu de suspense. Est-ce que ça va aller? Est-ce que la Cara a été touchée? Blablabla, un petit peu de drama dans la course. Puis finalement, on s'en sort bien et puis non, impeccable. N'a rien à dire.
Impressionné aussi, Cassandre, de cette démonstration des Français. 4e relais consécutif, hein, je le dis. Impressionnant. Bah, déjà, il va falloir changer le dicton. C'est plus et 1 et 2 et 3 0, c'est 1 et 2 et 3 et 4 0, pourvu que ça soit jusqu'à 5. Et en plus, ils nous ont vraiment fait un relais un peu à la norvégienne, quand la Norvège était vraiment au-dessus du lot, où ils gagnaient avec 1 minute d'avance. On a l'impression que rien ne peut leur arriver. C'est rare quand même les relais français où on a un peu l'impression que rien ne peut leur arriver. Et c'était le cas. C'était en plus la compo des mondiaux pour le coup. Donc, et face aussi à une compo des mondiaux, on verra avec Christiansen par rapport à la Norvège, mais en tout cas, c'était pas des équipes diminuées en face non plus. Donc, c'est une vraie belle victoire. Ouais, carrément impressionné. Bon, entre nous, alors on sait que les Français, le maître mot, c'est humilité. Ils veulent pas s'avancer, ils veulent pas avoir l'étiquette de grand favori pour les championnats du monde. Quand même 4 victoires consécutives. On reste sur un gros succès là à Antols. Ça reste quand même l'équipe à battre. Ça va être l'équipe à battre quand même. Même les Norvégiens, ils vont se dire, faut battre les Français, c'est l'équipe à battre pour être champion du monde. Bon oui, en même temps, qui d'autre quoi? Il y a personne d'autre qui a gagné un relais masculin cette saison. Donc effectivement, c'est les grands favoris. Je pense que toutes les équipes qui jouent un podium voient la France comme le grand concurrent. Après, c'était rigolo à l'après-course parce que ils étaient un petit peu dégoûtés quand même les Norvégiens. Même si c'était mieux que la semaine dernière, 2e place par rapport à une 4e. Puis la Suède était derrière aussi. Ça passe toujours mieux. Ça passe, c'est toujours plus acceptable. C'est vrai il y avait pas encore Vettel parce qu'il revenait de sa course, mais il y avait les 3 autres. Et puis le demandait qu'est-ce qui vous manque pour non, c'était pas là ça la question. Autant pour moi, c'était qui sera le 4e relayeur aux mondiaux. Vous 3, ça a l'air d'être acté. C'était donc Tarjei, Johannes et Quoi? Et voilà. Oui, et Sturla, bien sûr. Et donc, et là, c'est Tarjei qui a répondu, visiblement, le 4e relayeur, il faudrait que ce soit un Français, quoi. Donc, pourquoi pas aller chercher Eric Perrault, il est moitié norvégien, moitié français. Nous, on l'accueille dans l'équipe. Pour blaguer. Donc, non, oui, il voit vraiment les Français comme les grands favoris. En même temps, qui tu mettrais d'autres à la place? Après, il y a la Norvège, c'est la Norvège, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de failles dans cette équipe en relais cet hiver, à l'inverse des Français, qui sont tout à fait impressionnants. On parle de 1, 2, 3, 4, 0, mais finalement, c'est 4 tout court. Finalement, il n'y a pas eu de match. Donc, c'est vrai que là, la France se doit de gagner le relais, qu'on le veuille ou non, qu'on veut être humble ou pas. Là, on est dans une place, en tout cas, on a un statut à défendre au vu de ce début de saison, comme l'avaient aussi les Norvégiens les dernières saisons, ils gagnaient tout. Donc, Après, attention, on a eu des saisons où la Norvège gagnait tous les relais et perdait celui des mondiaux. Donc, c'est pas acté encore. Mais oui, effectivement, ce serait quand même triste de pas prendre ce relais. Ça me fait peur. J'ai peur que la pression des mondiaux ait raison de la victoire. Mais imaginez, on fait pas podium, quoi. Enfin, ça serait vraiment la dégringolade. Carrément. Non, mais en vrai, on ne sait pas, tu vois. Un peu comme on a pu connaître chez les dames aussi, on se souvent favorites et au final, même pas de médaille en fait. Ouais. Donc ça reste du biathlon. Et sinon, on touche du bois. Mais sinon, au niveau comptable, il y a aussi un globe en jeu. Il n'y a pas que la médaille d'or, il y a aussi le globe du relais. Et on peut presque dire que c'est fait pour l'équipe de France. L'équipe de France compte 80 points d'avance sur la Norvège. Il ne reste plus qu'un relais qui compte pour ce globe à Novi Mesto. Donc 10 points d'avance. Et en fait, donc la France ne doit marquer que 10 points mathématiquement. C'est une 31e place. Et le problème, la chance, si on peut dire ou pas, c'est qu'il n'y a que 22 équipes alignées sur les relais. Donc en fait, la France, si elle finit dernier du relais, elle marquera plus de 10 points. Donc en fait, il faut que les Bleus terminent le relais. Ils seront assurés de remporter le globe du relais qui appartient à la Norvège depuis 7 saisons. C'est pas rien non plus. Donc il ne faut pas qu'ils finissent disqualifiés quand même. Voilà, comme a pu connaître l'équipe de France féminine il y a 3 ans, il me semble, ils devaient finir dans les 7 ou 8 premières du relais de Konchalarti et elles avaient été disqualifiées à la faute de Justine Brézaboucher qui avait, je me rappelle plus, sur le pas de tir, il y a eu un souci. Et avec ses munitions, non? Ouais, avec son chargeur ou.
Ouais, peut-être utiliser une balle de plus, peut-être, je sais plus. Mm. Mais c'est vrai que bon, mais là, bon, là, c'est même pas 8e place, là, c'est finir tout simplement la course. On peut même casser une carabine, il y a la carabine de réserve, on finit dernier, ça sera OK. Mais bon, après, je pense que les Bleus ne vont pas se satisfaire d'une 22e place sur un dernier relais. Mais J'espère a pas. Mais priori, c'est oui, quand oui. même dingue quand même je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quand même dingue enfin, en tout cas moi ça m'a marqué quand j'ai vu les 4 Français là, passer la ligne d'arrivée, célébrer, avoir gagné tout ça, et je me dis mais ces 4 Français là, c'était déjà les 4 Français de la saison dernière, ceux dont on a Ouais. passé une saison à dire ça marche pas, et là cette saison, c'est quand même ils sont Qui aurait pu flamboyants en tout cas en imaginer ça? équipe, Qui aurait pu imaginer une incroyable, telle saison en relais? Même incroyable. individuel, et alors il y a peut-être un coup Mm. moins bien en janvier, mais un relais 4-0 face à la Norvège, Ah c'est ouais. personne ne l'avait vu venir, hein, faut être honnête. Hein. Celui qui avait vu Bah, venir, il joue au loto. Hein. après, on a peut-être aussi beaucoup minimisé l'impact que peut avoir un changement de staff l'année dernière et qui a pu peut-être expliquer en fait une saison de moins bien, même si la différence est vraiment extraordinaire entre les deux saisons et que personne n'aurait pu le prédire. C'est vrai que peut-être qu'on a été un peu dur pour une première année de nouveau staff la saison dernière. Ouais, je sais pas. C'est quand même un peu le jour et la nuit, mais c'est vrai qu'il y a souvent oui, une petite adaptation avec un nouveau staff et tout, mais ça a quand même une très très grosse évolution. Donc c'est vrai que la différence de niveau collectif est assez frappante, et on est très content. Hein. De toute façon, on va pas s'en plaindre hein, de Enfin, ouais. cette Mais saison des Bleus. c'est vrai que Oui, Simon Fourcade doit être soulagé. Ouais. Il doit être soulagé de voir que ça finit par marcher ou par payer, je sais pas, mais que mm, et là oui. il se remet peut-être moins en question, on va dire. À un an des Jeux Olympiques, en plus, c'est une saison Ouais, forcément importante. Ça va prendre la confiance en vue de la prochaine préparation. Que si on avait revécu une même saison, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de questionnements au sein de l'équipe de France. Bon, là, en tout cas, ça va dans le bon sens en vue de Milan Cortina. Et oui, on espère la passe de 5 pour les Bleus sur le relais des mondiaux. C'est, on va dire, maintenant le dernier objectif pour cette équipe de France en relais, parce que, comme on le disait, le dernier relais un contrat un peu pour du beurre. Mais bon, forcément, si on gagne celui des mondiaux, on voudra gagner aussi le dernier pour faire une totale Ah bah ouais, sur le la grand saison. chelem. Le ah grand ben chelem oui, là, ce serait une sacrée performance historique qui n'est pas souvent arrivée, je pense, sur la Coupe du Monde. Donc, Mm. non, mm. non, ce serait vraiment assez exceptionnel. Bien alors, c'était donc super au niveau du relais. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, Cassandre et Aurélie. Je trouve quand même que les Bleus, individuellement, depuis Ruhpolding, c'est un peu moins bien, je trouve. Il y a un petit coup de mou passager, physiquement notamment. Comme on voit qu'Emilien Jacquelin est moins costaud, Fabien Claude aussi. Quentin Fillon-Maillet, ça va, mais c'est le Quentin Fillon-Maillet avec son tir, c'est assez régulier. Et avec Perrault, c'est quand même régulier, mais il manque un petit truc. Qu'est-ce que vous en pensez de ces dernières semaines? Ouais, ça marque un peu le pas, oui, je suis d'accord avec toi, ça fait moins, ils sont moins, il y a pas Flamboyant? des, moins flamboyants, moi je sais pas si c'est le bon mot parce que je sais pas si on peut les appeler flamboyants jusqu'ici non plus, mais un petit peu moins aux Hmm. affaires. Éric Perrault, alors c'est pas mal non plus, mais c'est pas, il pouvait gagner quand même. Voilà, je l'aurais étapes passées, je l'aurais vu plutôt au fleur, plutôt que il fait des 7 8e places, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, voilà. Quentin, il fait pas une mauvaise poursuite, mais bon, il a gâché son sprint. Emilien, c'est bof. Enfin, c'est bof, voire pas très bon. Donc oui, effectivement. Après, bon, est-ce que c'est pas un petit peu un petit marquage de pas avant de reprendre des forces avant les mondiaux à voir? Hmm. J'espère. Mm. Ouais. On a toujours 4 Français dans le top 10 mondial, hein, avec Éric Perrault qui est passé devant Émile Jacquelin, donc 3e, Mhm. 4e. Quentin Fillon-Maillet 8e, Fabien Claude 10e, qui a perdu une place avec Tommaso Giacomel. C'est vrai par contre, je vois que Tariebeu 5e, il remonte grandement sur les deux Français, malgré 2 Mm, courses en mm. moins. C'est vrai que Une là, victoire, hein. ouais, une victoire et une 2e place. Ouais, Ça rapporte ça beaucoup de compte en points. points. Mm. Mm. Donc, on se posait la question
la semaine dernière, il me semble. Hein, est-ce que les Français vont gagner leur place dans le top 10 pour Eric Perrault et Emilia Jacquelin, normalement oui. Donc Quentin Fillon et Fabien Claude, ça se resserre un peu quand même au niveau de la 10e place. Donc tout reste à faire. Après, c'est vrai que oui. Je sais pas, Cassandre, toi, ton ressenti aussi, c'est que tu les sens un peu moins bien sur cette fin janvier? Bah ouais, sur la fin janvier, ils marquent un peu le pas. Après, faut pas oublier que début janvier, ils nous font un triplé. Donc, je suis pas hyper inquiète. Bah, c'est ça. Je suis pas hyper inquiète à ce niveau-là, sachant que là, ça fait en gros 4 courses individuelles, sachant que les relais, ils ont gagné. Donc il y a 4 courses individuelles un peu bien, sachant que là-dedans, il y a un individuel. Bon, je me dis que on s'inquiétera si au début des mondiaux, ça passe pas entre guillemets, mais pour l'instant, je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Et puis, de toute façon, Emilien Jacquelin, il dit que le mois de janvier, c'était pas son mois. Donc, à partir du mois prochain, ça va être top. Forcément, pour les Bleus, il n'y a pas de maintenant pour Eric Perrault, Emilien Jacquelin, trop loin au classement général pour jouer le gros globe. Donc, on va dire que le gros objectif désormais, c'est de jouer les médailles aux mondiaux à titre individuel et collectif. Moi, je retiens aussi surtout la stat de d'Eric Perrault au debout, 94%. C'est quand même une énorme stat au debout. On voit qu'il en manque un peu au coucher par contre. C'est dommage, ces tirs couchés pour Eric, les petites balles par-ci par-là qui coûtent cher. Hein. On l'a vu sur la poursuite, ça tirait très bien devant, donc chaque faute était fatale. Donc là, 2 sur la poursuite, malheureusement, il n'a pas pu jouer plus devant. Donc voilà, mais voilà pour Eric et les autres Français. Mais Aurélie, je suis sûr que ça va te faire plaisir. C'est la belle remontée d'Antonin sur la poursuite. 43e à 12e. C'était beau à voir quand même. Ouais, c'est une belle remontada d'Antonin, ça faisait plaisir. C'est dommage que sa dernière balle, parce que je pense qu'il accrochait un top 10 si elle passait. Je crois que c'est la dernière, oui, il me semble. Et ouais, non, aussi, ça fait plaisir. Je pense que ça lui fait du bien aussi à lui, Antonin, de faire une belle remontée comme ça. Après, c'est toujours pareil, les poursuites, on peut avoir des regrets sur les sprints quand on fait des belles poursuites. Forcément, quand on fait une grosse remontée sur la poursuite, c'est que sur le sprint, c'est peut-être pas forcément passé. Bah oui, c'est voilà. ça. Ouais. Donc, c'est voilà. ça. Après, bon, ça reste joli, hein, de remonter autant de places. Donc, ça doit quand même être une satisfaction personnelle pour Antonin. Ça apporte de la confiance pour le prochain week-end. Donc après, on verra. D'ailleurs, Antonin, les Français, on sait qu'ils n'ont que 4 quotas sur les courses individuelles. Ouais. Est-ce que les 4 est-ce qu'on va partir à 5, à 6, peut-être qu'à 5? Ça va être la grande question. Peut-être d'ailleurs, quand vous écoutez cet épisode, vous le savez déjà. Hein. Mais on sait que l'an dernier, c'était parti qu'à 5 à Novi Mesto. Antonin Guigonnat était resté sur le carreau. Donc là, à voir. Entre Antonin peut-être et Emilien Claude, s'ils partent qu'à 5, peut-être avantage quand même à Emilien Claude au vu des derniers résultats sur le mois de janvier. Ouais, puis Vous êtes tout le monde d'accord? ski. Ouais. Aussi, il a fait un super temps de ski sur le sprint. Troisième temps sur la poursuite, Emilien Claude. Et moi, je vois Emilien Claude avec 2 fautes, 24e. On voit quand même que ça a progressé pour Emilien Claude par rapport aux autres années. 2 fautes, il y a quelques temps, c'était tout juste sur la poursuite. Là, ça fait 24e et 20e sur la poursuite, alors que 4 places de gagné, mais avec 4 fautes. Donc, où ça a bien tiré. Donc, voilà, il y a quand même une belle progression pour Emilien de ce côté-là. Et il est passé dans les 25 premiers du général, il me semble. Oui, 24e, Emilien Claude. Donc, ça, c'est intéressant d'être dans le top 25 pour le Vosgien. Donc, pour les Masters, ouais, c'est bien. Exactement. Donc, c'est rester dans ce top 25 pour Emilien Claude tout au long de l'hiver, ça peut être un très bel objectif. Déjà, un beau premier objectif validé en Coupe du Monde pour le Vosgien. Bien, alors maintenant, on va passer... J'ai un tout petit message à faire passer à Anto. On a assez de retraités cette saison. Je t'interdis d'annoncer ta retraite en fin de saison, Antonin. Tu seras là l'année prochaine. C'est assez... On n'en tolérera pas plus. Voilà. Mais on relie un peu plus, là. Non, j'en peux plus, là. C'est bon. C'est bon. Non. Fais ça pour moi. Pour nous. En tout cas, le message est passé pour Antonin. On espère qu'Antonin pourra rester au moins une saison supplémentaire. Et on sait que d'ici quelques semaines, il sera jeune papa, Antonin. Donc, ça va changer un peu
son quotidien. Et oui, sans doute que maximum l'année prochaine pour Antonin Guigona. Et voilà, mais oui, on espère qu'il va continuer au moins une année de plus. Bien, alors maintenant, on va passer à la planète biathlon. On va s'attarder maintenant au classement général. Alors, il y a un retournement de situation ce mois de janvier. Je pense qu'on ne l'avait pas forcément vu venir. Hein. Je vous rappelle que Johannes Beu comptait 115 points de retard. 115 points d'avance, pardon. Oui. 115 points d'avance sur Sturla Lagrid après le Grand Bornand. Donc il y avait quand même eu un bel avantage. Nous, on se disait, bon, ça sent bon. Ça sent quand même bon le 6e globe pour Johannes. Mais je sais pas ce qu'on va dire patatras. En tout cas, Sturla Lagrid a fait reverser la vapeur. Il a récupéré le dossard jaune à la suite du sprint d'Antols. Il a remporté ensuite la poursuite. Désormais, il compte 48 points d'avance sur Johannes Beu. Il y a complètement une inversion des courbes avec alors Sturla Lagrid était quand même plutôt en bonne forme sur ce décembre, mais Johannes Beu était très fort. Là, sur ce janvier, on a un Sturla Lagrid qui est très très fort, très régulier. À l'inverse, un Johannes Beu qui ne semble pas beaucoup à son affaire, beaucoup moins impliqué. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais déjà, est-ce que vous êtes quand même surprise par la tournure que prend cette course au général? Surprise, bah oui, parce que bon, Johannes, ça fait des années, des saisons qu'on le voit porter le maillot jaune, donc c'est vrai que là, de le donner à ce tour-là aussi rapidement, finalement, ça surprend quand même un peu. Après, depuis Noël, il le dit chaque semaine qu'il est toujours pas revenu, qu'il est pas en forme. Alors que bon, ce tour-là, lui, il reste quand même bien planté dans ses skis, avec des résultats un peu à la Preuss en fait, où il reste toujours bien placé finalement. C'est pas tant que ce tour-là a fait mieux que d'habitude finalement, mais c'est que Johannes a aussi fait contrairement à Preuss, il a pas fait là il a fait quoi, une 9e place il me semble, et puis donc en fait il a perdu des très gros points là, ne serait-ce que cette étape et puis l'étape dernière. Ouais. Et après bon, moi personnellement je trouve que il faudrait que Johannes revienne et qu'il ramène son dernier globe à la maison. Mais en fait j'ai quand même un peu l'impression qu'il a mentalement un peu lâché l'affaire et puis qu'il a quand même déjà un peu la tête sur son après-carrière à la maison avec sa famille et ses enfants et il est plus tellement là. Je sais pas. C'est compliqué. Ouais. Tu dis Johannes qui ramène le globe à la maison, mais techniquement, ce tour-là, ce sera à la maison aussi. Hein. C'est pas la même maison, ils habitent pas ensemble. Johannes n'habite pas à Oslo, contrairement à ce tour-là. Oui, c'est vrai. Bon, à la maison, dans sa maison à Johannes, alors. Mais quoique je pense que les gros globes, ils doivent être à Olympiat Open, je pense, dans la maison olympique. Je ne crois pas qu'ils les aient chez eux. Mais bon, bref. Donc non, là, je sais pas. Après, je sais pas. Toi, Cassandre, aussi étonné par la tournure que ça prend, cette course, au général? Bah ouais, quand même, parce que au retour des vacances de Noël, Johannes, il a dit qu'il avait été alité et qu'il était pas très en forme. Mais sur Oberhof, ça s'est pas tant vu que ça. Donc du coup, bah on s'attendait à ce que voilà, il continue à faire du Johannes Beu. Et finalement, bah c'est marrant comment l'individuel de Rupolding a un peu vraiment eu en effet déclencheur du cataclysme qui a suivi avec il annonce sa retraite et puis finalement enfin la course était lunaire, il annonce sa retraite et après au niveau du tir, je trouve il est plus là vraiment comme auparavant, ce qui fait qu'il fait pas mal d'erreurs qu'il faisait pas et que donc ce tour-là, lui, fidèle à lui-même, reste hyper régulier et il a enchaîné quelques mauvaises courses là où ce tour-là, lui a perfé de ouf en tout cas cette semaine et donc du coup je suis étonnée à quel point sur là il est remonté si rapidement sur Johannes et là non seulement il est remonté mais comme tu dis il a quasiment 50 points d'avance, enfin, c'est énorme là, le retournement de situation en l'espace de 2 semaines quoi, donc très étonnant. Ouais. Bah, en 3 étapes, il lui a repris 160 points en tout environ, vu qu'il avait 115 de retard mais il en a 48. C'est quand même assez important. Mais ouais, personnellement, j'ai l'impression, enfin, mon ressenti, que je trouve plus du tout dans le coup, en fait. Ailleurs, un peu, je sais pas. Alors, Aurélie, je vais tenter quelque chose, ne te fâche pas, mais est-ce qu'on ne serait peut-être pas sur une saison de trop, en fait, pour Johannes? Je sais pas, hein, mais... Bah si, j'ai l'impression.
Alors ça, si, c'est moi, quand je même suis dans le coup. Hein. Il est en tête du général. Enfin, il est dans le coup dans le général. Il fait quand même des belles performances en moyenne. Mais enfin, on dirait qu'il est déjà très retraité en fait. la demi-saison de trop même, je pense, même au-delà de ça. Et je suis d'accord avec Cassandre, j'ai l'impression que depuis l'individuel, il a lâché la barre en fait. Alors que j'aurais pensé l'inverse, et c'est ce que lui-même disait en interview, que voilà, maintenant il avait annoncé sa retraite, maintenant c'est plus que du plaisir, qu'il allait jouer un peu à la décontracte, sans pression, et puis tout ramener, enfin tout claquer tous les podiums de toutes les courses en fait. Je pensais qu'il serait du coup super fort. Et en fait, j'ai l'impression que du coup c'est plutôt l'inverse, que ouais, il est plus tellement là comme on le disait. Ouais. C'est là où on voit la différence entre Tarjei Bø et Johannes Bø sur leur arrêt de carrière. On sait que Tarjei Bø, il arrête, mais bon, c'est à contre-cœur, alors que pour Johannes, c'est vraiment une envie, quoi. Il a vraiment besoin de passer à autre chose auprès de sa Ouais, mais famille. je pense que celle de Terrier est peut-être plus réfléchie, elle a peut-être été plus digérée, elle a maturé, alors que Johannes, il le dit lui-même qu'il a il a fait ça sur un coup de tête. En fait, il suit son instinct. Son instinct lui a dit pendant les vacances de Noël, en fait, je suis mieux à la maison avec ma famille enfin, j'adore les courses, j'adore la compétition, mais ça vaut pas le temps passé avec ma famille. Et je pense que ça a dû déclencher un espèce ouais, je sais pas comment dire, ça a déclenché quelque chose chez lui en fait. Mais c'est dommage qu'il en profite pas. Enfin, c'est dommage pour lui ou pas, je sais pas. Mais voilà, j'aurais aimé voir le grand Johannes sur cette fin de saison. Donc peut-être que les mondiaux vont raviver un petit Justement, peu sa on femme. va prendre des pincettes quand même. Hein. Ouais. Johannes Bø, quand même, ces derniers mondiaux, c'est quand même beaucoup de médailles. Hein. Ah ouais. Donc, moi, je prends quand même. Bon, voilà, on parlait de saison de trop ou pas. Bon, on va quand même rester prudent sur cette fin d'hiver. Il reste encore de belles courses. On va voir. Peut-être que Johannes va se reprendre au jeu sur cette fin de saison. Mais Ça c'est vrai reste que un compétiteur. oui, ça Donc, reste un compétiteur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, le compétiteur, il est pas là, en tout cas, celui qu'on connaissait ces derniers temps, donc ces dernières années. Donc, c'est vrai que là, ce tour-là, il semble parti, en tout cas, peut-être pour aller gagner ce Euroglobe face à Johannes. Ce serait quand même une belle victoire pour lui. Il veut gagner ce Euroglobe face à Johannes Bø, pas après qu'il soit parti. Donc, Mm. et ce serait quand même un trait du ça fait mérite. longtemps qu'il attend. Ouais, Oui. ça fait quelques saisons qu'il court après. D'ailleurs, Aurélie, tu vois peut-être pour remplir une belle grosse cote que tu nous avais dit en début de saison, ce serait que Johannes Bø ne remporte pas le gros globe de cristal cet hiver. Bah ouais, Ça ouais, serait quand c'est même assez vrai. exceptionnel. Bon, par contre, le problème, c'est que tu avais mis que c'était Christiansen qui le gagnerait. Bon. Ouais, ouais. Je compatis Non. Aurélie, moi aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai mis combien? J'ai mis ce tour-là en 2 ou en 3? Tu l'as même pas mis, je crois. Je l'ai même pas mis. Oh la vache. Ouais, T'as mis Johannes et ok. Tarjei ensuite. Donc, Ouais, ouais. De mémoire, c'est Johannes, Mila qui avait mis ce tour-là en premier, donc elle va peut-être pouvoir le gagner. Mila Mistourla. Mila Mistourla Ouais, devant ouais. Johannes et Dalleux. C'est vrai que Bon, là. Dalleux, ça va Dana, être c'est moche compliqué. aussi. Ça va être chaud. Mais... Moi, j'aurais peut-être Johannes en 2. Hein. Ouais, à voir. Ouais. Et par contre, moi, je reprends un peu espoir pour Tommaso Giaconel, que j'ai Ouais, mis dans bah, le top 3 mondial. oui, bah Alors, oui. excusez-moi, mais Tommaso Giaconel, il nous fait un super week-end à Antols. C'est 9ème du général. Il n'est plus qu'à 120 points d'Aik Perrault, 3ème. Ça peut aller C'est très vite. jouable. Hein. Ouais, C'est jouable. Hein. C'est jouable. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Que Giacomel vienne piquer Alors, la 3e place à j'ai Eric ma Perrault? fierté personnelle qui veut me dire oui, je veux ça. Mais non, je préfère évidemment Eric. Mais d'ailleurs, on va parler de Tommaso Giaconel, ouais, donc comme je disais, gros week-end encore, qui a surfé sur sa belle victoire à Ruhpolding, 2 fois 3ème, hein, donc en Tols, sur ses terres. Et je voulais faire aussi une opposition, comme on l'a fait chez les dames avec les Suissesses et les Norvégiennes, avec Jakob Falk, qui a fait 6ème et 5ème sur les courses individuelles. L'inusable Jakob Falk, toujours là. Voilà, les bœufs partent, Martin Fourcade est parti, Jakob Falk est toujours là. Vous me direz, Simon Eder est toujours là aussi, encore plus âgé que Ouais, Jakob c'est vrai. Falk. Vous êtes plus impressionné par le week-end de Jakob Falk ou par celui de Tommaso Giaconel? Moi, c'est plutôt Tommaso Giaconel parce que vraiment, son comeback, pour moi, il vient de nulle part. Parce que pendant
depuis le début de la saison, il fait pas un top 10 ou presque. Et là, elle nous tape victoire, podium, enfin, comme si il avait toujours été là. J'avoue que j'explique pas trop son retour à ce moment-là, alors, à moins qu'il soit préparé exclusivement pour Antols, mais ce qui est quand même pas forcément hyper intelligent, à part, enfin, du coup, sinon il se prépare pour Antols et pour les championnats du monde. Dans ces cas-là, bah, il va nous faire de beaux championnats. En tout cas, il est peut-être parti pour. Mais j'avoue que j'avais un peu perdu espoir. Je le mettais plus dans mes pronos, quoi, pour Ouais, pareil. pronostiquer. Alors qu'au début de la saison, on était plus à le mettre dans les top 6, les top 3. Là, j'étais en mode, bon, bah non, apparemment, ça fonctionne pas. Et si, c'est au moment où on a arrêté de croire en lui qu'il s'est remis à perfer. Toi, Aurélie, alors je doute que tu es impressionné par le week-end aussi de Thomas Jacomel, mais quand même, Jakov Fak, quoi. Hein. Ouais, pour prendre Fac parce que ouais, enfin pour moi, j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours. Enfin, je sais plus depuis combien de temps je suis le biathlon, mais en tout cas, il me semble qu'il était Ouais, il déjà était là là. déjà lors de la première course de Coupe du Monde en 1960 et quelques, je crois. Eh ben, c'est l'impression que j'ai qu'il était déjà là à ce moment-là. Même si c'est vrai que certaines saisons, on le voyait pas trop, il était plus fantomatique, Fantomatique, oui. fantomatique. Et des fois, je me disais, ah oui, tiens, il est encore là, parce que je pensais qu'il avait déjà pris sa retraite, en fait, que j'avais pas vu passer l'info. Mais en fait, il revient comme ça, l'air de rien, nous claquer des belles performances. Voilà. C'est un vieux renard. 13e du général, hein, Jakov Fak. Ouais. Qui a des stats de tir excellentes, hein, 90% de moyenne. Bon, il s'appuie sur ça, hein. 93% au coucher. Et c'est vrai que on y a presque un peu cru ou pas sur la poursuite. Hein. Il était pas loin, mais en même temps, bon, avec sa vitesse à ski, c'était compliqué de pouvoir lutter pour jouer le podium. Mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir Jakov Fak parce que ça nous rappelle, nous, les années Martin Fourcade, Ah bah oui. Schemp. Enfin voilà, Ouais. c'est quand même il y a quelques années quand même déjà, hein, ça. Hein, mais le vieux briscard est toujours là, donc c'est toujours sympa de le voir. Après, il risque de faire partie de la vague des retraités peut-être dans un an. Voilà. Après, bon, Simon Eder, Ouais, il je a bien pense. continué un cycle en plus aussi, mais bon, après, Bah là, il aura quel âge après les JO? 38, 39? ouais, il a 37 ans là. Il va avoir 38 le 1er août. Ouais, ok. Donc il aura 38 Il ans va, après il va aller, il va aller presque sur 39. 40. Ouais, donc ouais, probablement. Bah, je pense que de toute façon, on aura une belle vague, comme tu disais, de retraités l'année prochaine. Comme souvent, après les cycles olympiques. D'ailleurs, un petit quiz. Combien de victoires a de Jakov Fak en Coupe du Monde? Ouais. Alors, Je réfléchis. Cassandre? De victoire, hein. Donc De victoires, pas de Je sais individuelles. podium, pas, de moi, j'ai victoire. pas vraiment beaucoup de souvenirs de fac gagnants, je dois avouer. Ouais, j'aurais dit 3 ou 4. Donc, s'il en a, pas beaucoup. Allez, 2. 2 pour toi, Cassandre. Aurélie? Ouais. Attends, parce que là, je dirais 3 ou 4, mais c'est vrai que ça fait long. Allez, 6. 5 ou 6. Et c'est 8 victoires pour Jakov Fak. Ah, quand même. Avec 2 titres de champion du monde. Ah Ouais. ouais. En 2012 Ah, sur l'individuel. c'est Et la en longévité, hein. 2015 sur la Mass Start. Mais si tu pars Ouais. d'un moment où j'étais pas née, Romain, comment comment je peux savoir? Et ses dernières victoires remontent à la saison 2014-2015 à Jakov Fak. Donc ça remonte un petit peu quand même. Il y a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas gagné une course de Coupe du Monde. Et sa Et première, c'était en quelle année? la première, c'était en 2012, son titre mondial, à Ouais, l'individuel. 2012. Ouais, ça fait 13 ans. Ouais. Et son premier podium remonte à 2009. C'était déjà sur les mondiaux, l'individuel, 3e, médaillé de bronze, à Pyeongchang, Ouais. pour un Eh premier ben. podium. Donc oui, ça remonte. Et Jakov Fak, c'est aussi vice-champion olympique de l'individuel à Pyeongchang. Alors, il est bien ce site en 2018, donc deuxième. Donc c'est un palmarès, Jakov Fak. C'est vrai qu'il n'a pas gagné ces dernières années, mais c'est quand même un biathlète qui était important.
il y a quelques années, qui courait pour la Croatie, qui est croate d'origine, qui par la suite a basculé, pas du côté obscur, mais de la Slovénie, et puis 10 bonnes années, même plus. C'était même après, je crois, les Vancouver, il y a eu ce changement de nationalité pour Jakub Fak. Mais ouais, toujours impressionnant Jakub Fak, et on va suivre attentivement Thomas Jacomel, hein, qui reste donc sur 3 podiums consécutifs donc en Coupe du Monde, et qui fait maintenant partie des gros outsiders pour aller chercher les médailles à Lenzerheide 2. Donc ça va être à suivre de ce côté-là. Bien, alors on va terminer par vos performances et contre-performances masculines. Aurélie, ta perf? Bah moi j'avais mis Fac quand même comme perf parce que voilà comme on disait hein, il reste à jouer devant malgré toute sa j'allais pas dire son grand âge hein, mais malgré voilà le fait qu'il joue avec des contre des jeunes de 15 ans de moins. Et puis en contre-perf bah, j'avais mis Pidruchny qui avait fait un très beau sprint et puis qui a abandonné pour la poursuite, enfin pendant la poursuite avec beaucoup de fautes il me Ouais. semble, mais j'ai appris ensuite qu'il semble malade ou il était pas en Il forme était en pas tout en cas. forme, il était pas en forme, ouais. Ouais, mais donc il a perdu pas mal sur cette poursuite, enfin perdu des points quoi. Pour si jamais il joue pas le général, mais j'imagine qu'il joue quand même des podiums et des places, ne Un bon serait-ce qu'en classement. termes de ouais, un beau classement. Et puis chaque podium, c'est quand même aussi je sais pas comment ça se passe en Ukraine, mais ça reste aussi un gain financier pour les athlètes. Donc il y a certainement dans certaines nations, ça reste important ou très voilà. Donc dommage. Cassandre, ta performance? Et bah, ça sera Martin Uldal parce que ce jeune Norvégien continue de m'impressionner quand même parce qu'il a commencé la saison en IBU. Et depuis qu'il est monté, il fait quasiment que des top 10. Là, il était malade sur l'étape de Ruhpolding, mais il est revenu. Il nous fait 2 quatrièmes places. Je pense que on va pouvoir compter sur lui à l'avenir. Franchement, je le trouve très impressionnant pour le coup. Et puis, il est assez jeune. Hein, il a 23 ans, donc pour le coup, on va peut-être pouvoir compter sur lui pendant les prochaines années. D'ailleurs, alors Alexis en a parlé, mais aussi j'avais remarqué, Sturlam Lagrid a déjà pris la façon de apprendre la carabine de Uldal pour le tir. Ça, c'est assez ouf quand même. C'est assez ouf d'avoir appliqué ça aussi rapidement. Et ça montre aussi qu'il y a sans doute un plus-value à gagner, puisque s'il l'adopte. Donc, non, il a déjà apporté Ça touche, ouais. Ça touche à la Coupe du Monde à 23 ans. Plutôt pas mal, hein. Franchement. Il a sa signature, voilà. C'est comme au foot, hein, il y a des gestes techniques. C'est ça, bientôt, quand tout le monde fera ça sur le circuit, on parlera du Uldal. Il a fait une Uldal. Exactement. Et ta contre-perf, Cassandre? Et la contre-perf, ce sera plutôt du côté outre-Atlantique pour un Américain, Campbell Wright. Parce que là, il a fait 55e et 40e sur cette étape, alors qu'il s'en sortait plutôt pas mal. Sur cette saison, il faisait vraiment pas mal de top 20 et c'était chouette à suivre parce que c'est vrai que les Américains, c'est pas forcément ceux qui perfent le plus. Donc c'est dommage. C'est dommage. Après, sans doute peut-être un peu une maladie. Bon. Ouais, il n'avait pas participé à la Master de Ruhpolding, il n'était pas en forme et bon, c'est sans doute les séquelles de ça encore. Et forcément, quand t'es pas bien à Antolz, je pense que t'en payes le prix fort aussi. Hein, en fin janvier. Au niveau du dossard bleu, il a pas trop de concurrence, donc bon. Non, finalement, chez les dames encore, c'est très intéressant, on l'a dit tout à l'heure, mais chez les garçons, à part donc Campbell Wright et Vitaly Mandine, il y a 61 points d'écart entre les deux, sinon derrière, il y a personne, quoi. Enfin, ils sont que 5 à avoir marqué des points chez les U23. Donc, et comme je disais, il n'y a que 2 garçons qui sont devant, on va dire, pour jouer ce dossard, mais bon, Campbell Wright quand même semble avoir une bel avantage quand même sur l'Ukrainien. Donc, du coup, sans grande les points qu'il a perdus n'ont pas eu une grande incidence, quoi. Non, tout à fait. Il n'y a pas à s'inquiéter, je pense, pour Campbell Wright, pour ce dossard bleu, pour le ramener à la maison, comme dirait Aurélie. Bien, alors, voilà pour la partie homme.
Comme je disais tout à l'heure, on va faire un petit point sur les championnats d'Europe junior qui ont eu aussi ces derniers jours, en même temps que l'étape d'Antols d'ailleurs. L'équipe de France a rapporté 7 médailles au total. 7 médailles, une en or, 4 en argent, 2 en bronze. Alors, je vais faire le descriptif des médailles. Antonin Delsol a remporté l'argent sur l'individuel. Même chose aussi pour les 2 relais mixtes. On partait sur 3 médailles d'argent. Ensuite, le week-end a commencé avec le sprint homme avec le bronze de Camille Gratalou-Manisol. Ensuite, on a eu une superbe course des filles avec le doublé donc or-argent d'Anaëlle Bondou et de Coralie Perrin. Une superbe course pour les Françaises. Et ensuite, les Mastart 60 ont rapporté une médaille pour l'équipe de France avec donc le bronze pour Martin Bottet. Alors, il y a aussi Léo Carrier qui a fini 5e, qui jouait la médaille aussi dans le dernier tour, mais qui n'a pas pu accrocher les skis de son compatriote. Donc, voilà, ça fait qu'une médaille, mais belle médaille pour Martin Bottet, sa première médaille internationale à ce niveau, comme aussi Coralie Perrin ou Camille Gratalou-Manisol, qui était d'ailleurs aussi dans le relais, Camille. Donc, voilà, une belle génération de l'équipe de France. Ici, je peux vous donner le tableau des médailles. Donc, je vous avais dit, la France, donc 7 médailles, dont une en or, et on finit à la 3e position derrière la Pologne, première avec 3 médailles d'or et une de bronze, et 2e l'Allemagne chez elle, à domicile, avec 4 médailles aussi au total, 2 en or, une en argent et une en bronze. Donc la France a le plus de médailles sur ces championnats du monde junior, championnat d'Europe junior. Donc voilà, une belle moisson. Et pour le prochain événement des juniors, ce sera les mondiaux jeunes, juniors et jeunes. Ce sera sur un site qu'on connaît tous très bien. Ce sera à Östersund en Suède. Ce sera du 26 février au 5 mars. Forcément un événement à suivre très intéressant. Des courses qui ont révélé notamment Jeanne Richard ou Océane Michelon, qui ont performé sur cette semaine mondiale chez les jeunes et les juniors. Donc ça nous permet de voir un peu plus ce que va nous donner le biathlon français d'ici quelques années. Et quand on voit ce que ça donne avec Océane Michelon et Jeanne Richard, je vous dis oui, c'est très intéressant à suivre ces résultats. C'est sûr. Alors, et pour cette semaine, alors il n'y a pas de Coupe du Monde les prochains jours, mais il y a quand même une compétition senior cette fois-ci, les championnats d'Europe. Ce sera à Martel, c'est dès mercredi 29 janvier, avec des individuels pour commencer. Et ce sera diffusé sur la chaîne L'Équipe. Toutes les courses sont diffusées sur la chaîne L'Équipe. Particularité par rapport aux autres championnats d'Europe, on ne terminera pas avec des relais mixtes. D'habitude, on finit avec un relais mixte, puis un relais mixte simple. Là, ce sera avec un relais hommes et dames. Voilà, je n'ai pas la raison du pourquoi, du comment ils ont décidé de changer cela. Mais après, pourquoi pas changer avec des relais dames et hommes par genre. Forcément, on aura une très belle équipe, notamment chez les dames. Ça a très bien performé cette année depuis le début de l'hiver sur le circuit B avec des jeunes. Avec en chef de file Sophie Chauveau, forcément. Normalement, on n'a pas la sélection encore de notre côté, mais Sophie Chauveau devrait être en Italie. Et évidemment, ce sera des résultats donc, à avoir donc, sur la chaîne Équipe, mais aussi à retrouver sur notre site biathlonlive.com. Bien, et avant de vous quitter, comme les dernières années, on vous fera un petit preview championnat du monde de Lanzarote 2. On va se projeter sur ces championnats du monde, on va faire nos petits pronostics, étant donné qu'on est très très fort à cela. Aurélie et Cassandre. Ouais. On se débrouille très bien en Coupe du Monde, donc pourquoi pas le faire aussi au championnat du monde. J'ai déjà très hâte aussi de les faire pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Ça va être, je sens qu'on va collectionner des métaux aussi de l'autre côté. On va cartonner. On va cartonner, exactement. Mais donc oui, on vous fera un preview au championnat du monde d'ici quelques jours avant donc les mondiaux de Lanzarote pour que vous soyez prêts pour cette belle quinzaine qui s'annonce en Suisse. Bien, Aurélie, Cassandre, je crois qu'on a fait le tour de cette étape d'Antols. Je pense aussi, oui. Oui, on a fait bien le tour. Merci à toutes les deux d'avoir été là encore une fois avec moi. Merci à toi de nous avoir invités. Prenez, avec plaisir comme d'habitude. Prenez un peu de repos, Aurélie et Cassandre. Oui. Les 15 jours vont quand même nous faire du bien.
On se met bien, je vais apprécier le week-end prochain d'avoir le week-end libre. C'est pas pour le podcast, mais de pas aussi avoir de biathlon quelques week-ends dans l'hiver, ça fait du bien de pouvoir faire autre chose. Non, vraiment, de ne pas avoir le biathlon qui occupe tout le week-end. Pour pouvoir aller faire du ski, par exemple. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Oui, aller voir t'habites à Oslo, Aurélie, donc faire un petit tour au niveau du tremplin. Prendre tes marques avant par exemple. Tu vas pouvoir déjà chauffer ton siège avant je vais aller pouvoir chauffer mon siège. Voilà, essayer de voir où est-ce qu'on voit le mieux. Je peux alors tester les sièges. Voilà, pour voir d'où est-ce que je peux attraper le mieux tarier. Je vais aller faire ça le week-end prochain. Voilà, parfait. Non, mais en tout cas, merci à toutes les deux. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à mettre 5 étoiles aussi sur les plateformes d'écoute. Ça nous ferait vraiment très, très plaisir. À réagir à tout ce qu'on a dit, à nos débats. Merci encore Aurélie et Cassandre. Merci encore à vous tous. Et on vous dit donc à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao.